pour le fun. Ouais. Ouais. Même si t'es sourd d'une oreille, c'est pas très grave. Ouais. De Bon. toute façon, Bon. on va encore raconter que des conneries. Alors de toute façon, Bon, je suis fan de ton podcast, dis pas de conneries. Hein. arrête de dire ça. Je vais encore Ah, rougir. Déjà, il m'est arrivé putain. un truc de ouf aujourd'hui. Alors arrête tes conneries. Pourquoi? Mais tu sais, alors il y a déjà plusieurs mois. Un jour, j'allais chercher les courses avec mon fils. Alors, tiens-toi bien. La vie palpitante de Richard Delhomme. Je vais chercher les courses à Leclerc Drive Hein? et mon code barre ne marche pas. Je vais au comptoir dire bonjour. Le truc ne marche pas. Tatati. Bien sûr, vous êtes à quel truc, à quelle borne? Numéro 6. Le mec me regarde, il me fait Richard? Ouais, Non. ouais. Putain, je reconnais ta voix et La tout. voix, ouais, d'accord. Ouais. Rien qu'à la voix. Et tout à l'heure, toute cette semaine, je suis en cours. Je donne une formation vidéo pour des journalistes en reconversion. D'accord. Et la fille, j'arrive en vélo et tout, on se présente. Et puis la fille, elle me fait, tu fais du vélo? Ouais. Tiens, c'est marrant, je reconnais ta voix et tout. Bah ouais, tu Ah, m'étonnes. d'accord. Et du coup, voilà, donc je vais en profiter avant qu'on commence pour saluer tous mes amis de Picardie et de Amiens, donc Clémence R et son mec, ainsi que Aude-Marie, Gwen, Clément et consorts, et tous ceux dont je me souviens pas, et, enfin tout l'entourage de Gwen, mais surtout Gwen. Et voilà. Et toi, mon petit D'accord. gars, comment ça va? T'as pas encore enlevé les décorations de Noël? Non, ah non, mais alors ça c'est tous les ans on fait un petit village de Noël, enfin c'est les enfants et puis Steph et voilà et c'était le plus simple pour moi parce que il y a la table de salle à manger donc c'était le plus confortable. Mais c'est vrai que tous les ans on fait un petit village de Noël. On est très tradition Ah ouais. dans cette maison au niveau Noël en tout cas. Ouais, voilà. Et en plus, j'aime bien ta position là, parce qu'on a l'impression que tu es un petit peu jambes tendues, fesses en l'air. Je trouve que ça te va. D'une certaine manière, c'est une position inattendue. Je m'attendais beaucoup que tu sois Euh, allongé sur ton canapé, dans ton lit, tu vois, et non, même pas, non, non, même pas. ça m'enchante. Non, 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 non. En semaine, je suis pas, c'est pas toujours facile. Enfin, je pense que ça fait un peu écho au niveau récupération, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, avec nos vies, avec Mm. le travail, avec les enfants, avec tout ça, t'apprends à être un peu plus minimaliste hein, sur certaines choses, hein. Même au niveau diététique. Hein. Parfois, on parle de diététique, on parle de faut faire ceci, faut faire cela, faut manger ceci, faut manger cela. Parfois, voilà, tu fais aussi comme tu peux hein, quand on a un métier. Et voilà, enfin, tu sais ce que c'est. Hein. Voilà. Non, 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 non. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques Oui, semaines, j'ai fait un épisode absolument génial avec Laurent Boursette sur comment réussir d'accord. en ultra, donc les bonnes recettes pour réussir. Et Ouais. on s'était dit tous les deux qu'on ferait un épisode tout aussi génial sur comment se planter à tous les coups. Non pas que tu es foiré, parce que finalement, cette année, t'as fait quoi? T'as que abandonné sur la RAF. Bon, mais t'as réussi tout le reste globalement. Oui, alors tu sais que j'ai les deux casquettes un peu. Hein. Je suis coureur cycliste et puis coureur à pied aussi. Donc si je mets les deux, et que je mets tout dans un sac, oui, c'est le seul C'est le seul échec. abandon. Ouais, le seul abandon et ça reste un peu c'est une blessure, tu vois. C'est un truc. Je saurais pas dire parce que faut quand même un peu relativiser. Enfin, j'ai été pro, donc je sais ce que c'est qu'un échec quand c'est ton métier. Là, ça l'est pas, mais c'est une espèce de blessure, de truc que tu ressasses et où tu te dis là, j'aurais pu faire mieux si c'était à refaire. Tu vois, je rêverais de refaire la chose, mais pas forcément de repartir au kilomètre zéro, mais de repartir au moins la nuit du Galibier en fait, celle après avoir été malade, enfin celle où j'ai senti que ça allait mieux quoi, parce qu'au final ça a été mieux et malgré tout j'ai pas été meilleur au moins mentalement quoi. Donc D'où voilà. ma première question. Au départ d'une épreuve ultra, ou même oui, plutôt d'une épreuve, parce que sur un périple perso, on n'a pas toutes ces questions. Mais au départ d'une épreuve ultra, est-ce qu'il vaut mieux avoir vraiment la tête ou les jambes? Qu'est-ce qui t'a manqué sur la RAF? T'avais les jambes ou t'avais pas la tête? J'avais pas la tête. Alors j'avais pas la tête. Après c'est relatif. J'avais pas la tête. J'avais quand même des certitudes. J'avais aussi l'envie. J'avais le physique qui fait que tu penses que tu es capable d'eux.
mais un ultra nécessite une concentration maximale du début à la fin et nécessite une prise de recul permanente en fait sur ton avancée, sur ta progression. Et à ce niveau-là, j'ai été zéro. C'est vraiment cette partie-là du mental où j'ai été totalement défaillant, tu vois. Et pourtant, je dis ça alors que je suis très féru de préparation mentale, etc. Mais j'ai pas été bon et j'ai pas été aussi capable de me rendre compte que j'étais pas bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est non seulement j'étais pas dedans, mais en plus j'ai pas à un moment été capable de dire qu'est-ce que tu fais, ne fais pas ça, puisque tu sais très bien que c'est pas comme ça. Un, que tu vas prendre du plaisir. Deux, que tu vas réussir, et trois, que tu vas en garder des bons souvenirs, quoi. J'ai pas été capable. Et c'est bien après, une fois l'abandon, une fois après avoir retiré ma plaque, je me suis aperçu de toutes les erreurs que j'ai faites. Et certaines, sont grossières, hein, sont grossières. Mais tu vois, comme quoi ça peut arriver de te retrouver, en fait, pris dans un engrenage, ou du moins dans un espèce de tunnel, en fait, qui est conditionné déjà par le rapport aux autres, par le rapport à tes adversaires, puisqu'en fait tu te retrouves, pris dans un contexte. Et moi, j'ai pas été capable de rester celui que j'avais promis d'être au départ. En fait, je me suis, je me suis mélangé à la masse et j'ai pas été bon. Ouais, j'ai vraiment mentalement, j'ai pas été là. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première, et à mon avis la donnée essentielle, c'est que pour réussir, tu parles de la tête et les jambes, pour revenir à ta question, pour avoir la tête, il faut arriver dans un état de fraîcheur euh, optimal. Et ça, je l'avais pas. J'avais pas cet état de fraîcheur là. Autrement dit, j'étais sur le fil du rasoir. Donc, si tout va bien, c'est parfait. Mais par contre, si tu dois faire face à des difficultés, alors si tu es dans un certain état de fatigue, tu n'as pas la capacité et le sens du discernement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, Dès le départ, dans qu'est-ce que ton rapport aux autres, qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, Tu faisais la course contre les autres et absolument avec les autres, et t'as pas fait la tienne? Qu'est-ce qui s'est passé? ouais, c'est ça, ouais, je pense. Enfin, je suis arrivé, donc, si on fait un peu l'historique, j'avais une bonne préparation à vélo, donc j'avais beaucoup de kilomètres, j'avais des certitudes, j'avais un matériel qui me convenait moi, donc c'était peut-être pas celui que d'autres imaginaient avoir, mais moi il me convient, il m'allait très bien, cette version un peu minimaliste. J'ai pas besoin d'emmener, par exemple, j'ai pas de sacoche de, comment t'appelles ça, la sacoche qu'on met au milieu en fait, sacoche de, tu vois, De c'est là, cadre? De ouais, de cadre. cadre, voilà, c'est là je l'ai pas parce que elle me gêne tout le temps. Donc je sais pas, les genoux, je touche tout le temps, donc j'ai ni ça, ni celle aussi que tu mets au-dessus là, tu sais, à hauteur de la potence là. Je l'ai pas celle-là parce qu'elle me gêne aussi. Donc du coup, je suis toujours un peu minimaliste, mais je compense par voilà. Et par contre, j'ai des poches bien remplies, etc. Donc bon, bref, j'avais ces certitudes là. Et surtout, j'avais choisi depuis plusieurs mois de participer à un ultra à pied dont l'arrivée était 5 jours avant le départ de la RAF. C'était un 210 km à pied, 100% bitume, avec tous les cols des Vosges à monter et à descendre. Donc ça s'appelle l'U2B, l'ultra des deux ballons. Et j'ai réussi cette épreuve-là. Donc j'avais réussi 50% de mon objectif, qui était donc de doubler. Mais j'ai laissé des plumes, en fait. J'ai laissé beaucoup de fatigue. Physiquement, je m'en suis remis parce que j'étais prêt, j'étais surtout conditionné à ça. Mais mentalement, j'étais sec, en fait. J'étais fatigué, j'étais aussi un peu stressé parce qu'on a nos vies professionnelles, nos vies familiales, et donc entre les deux épreuves, j'ai dû gérer aussi pas mal de choses. J'ai dû ne pas oublier de travailler. Derrière, je repartais en vacances, donc je savais que j'avais 3 jours, un pour récupérer, deux pour travailler au bureau, trois pour préparer la RAF. Enfin bref, j'avais beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses dans la tête. Et lorsque je suis arrivé à la RAF, au départ à Mandelieu, j'ai rapidement pas réussi à trouver ma place. Tu vois, dès le contrôle vélo, je sais pas, je
j'avais l'impression de pas être à ma place. J'avais l'impression qu'en fait j'avais fait une erreur. En fait, quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu un peu tout le monde, finalement j'ai regardé tout le monde, j'ai fait cette erreur-là. Donc toutes les erreurs, je vais te les dire. Hein. Donc j'ai fait l'erreur de regarder à gauche à droite et tout. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que toi t'as été faire cette course à pied là? Tu t'es pas rendu compte? Tu te rappelles plus comme c'est dur la RAF? Et puis après je me disais l'autre Eric, il disait mais non, sois fier de toi, c'était ce que tu voulais faire. En fait je voulais le beurre, l'argent du beurre et la crémière quoi. Je voulais l'U2B, je voulais la RAF, mais non seulement je voulais la RAF, mais je voulais être brillant sur la RAF. En fait, je voulais être aussi fort que Clément Clisson en ayant passé 33 heures à pied 5 jours avant. Voilà. En fait, fallait savoir pourquoi je venais à la RAF. Et c'est bien ça. C'était bien ça mon problème, c'est qu'en fait, j'ai pas été en adéquation entre mon quotidien, ma préparation et mon objectif sur la RAF. En fait, je me suis planté vraiment à ce niveau-là. J'ai jusqu'au bout pensé que j'allais jouer. Donc, départ donné. Déjà, je suis parti un peu tard. Ça m'a un peu stressé. Je suis parti à la nuit tombée. Et j'ai un autre problème. Alors, ça va être un podcast 100% mental. Mais du coup, certains vont se reconnaître. J'ai un petit problème avec la nuit. Alors, c'est quelque chose que je corrige. Mais j'ai un problème avec la nuit qui tombe. Une fois que la nuit est tombée, j'ai plus de problème. La nuit il fait nuit, il n'y a pas de problème. Mais la nuit qui tombe me stresse un peu. C'est-à-dire cette sensation de rentrer dans une autre phase. Je l'ai ressenti aussi à l'UTMB, puisque un mois après, j'ai fait l'Ultra Trail du Mont Blanc, et j'ai eu exactement le même problème. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui cloche, t'as un problème avec la nuit qui tombe. Donc, je suis parti à la nuit tombée, et je suis parti bien, j'avais une bonne allure, et après 10 km, je commençais déjà à regarder le classement. Et j'en rigole maintenant, mais j'ai commencé à regarder le classement, et puis à partir de là, toutes les demi-heures, je regardais mon classement, je regardais ma position, je regardais si un tel avait gagné 300 mètres sur moi, si l'autre avait gagné 500 mètres sur moi. Et à partir de là, à partir de là, je suis rentré dans un engrenage, en fait. J'étais plus moi, en fait. J'avais perdu toutes les raisons et toutes les certitudes que j'avais au départ. Voilà. Ça, en fait, très rapidement, je me suis retrouvé de bien. Hein. Et donc après, les choses se font. Et j'avance et les sensations sont là. Mais je suis plus en adéquation avec le plan de vol, quoi. Voilà. En fait, c'est une donnée essentielle que je veux vraiment transmettre aux copains. Il faut savoir pourquoi vous êtes au départ. Il faut savoir pourquoi tu es au départ. Ça peut être une raison personnelle, ça peut être gagner, ça peut être vouloir finir, mais on change pas son plan en cours de route. Et tu as interviewé Clément quelques semaines après, mais moi je l'ai écouté quelques mois après ce podcast-là. Et il m'a fait sourire parce qu'il m'a dit que constamment, il a changé de plan de vol. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il a dit ça. Et moi, c'était exactement ça. J'ai changé de plan constamment. Et il est allé à l'échec et moi aussi. C'est peut-être il y a peut-être un message, en tout cas, dans ça. Bon, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est quand on pose les questions à ma place, parce que là, je viens d'écrire quelques questions. J'étais pas en train de répondre à mes mails. Hein. Donc, pourquoi on est là? C'était la dernière. Donc savoir pourquoi on est là et pourquoi on fait ça, pour quelles raisons, et c'est ça qui aide à passer les moments difficiles. Ouais, oui. Ouais, c'est Et t'avais oublié ta bonne raison? T'as pas été capable de t'en souvenir? J'ai pas été capable de savoir la capacité physique que j'avais au départ, c'est-à-dire de m'en souvenir et donc de me persuader que et de valider le fait que j'étais pas là pour gagner, en fait. Enfin voilà, c'était pas mon objectif, en fait. Si ton objectif il est de gagner la RAF, en aucun cas, grand Dieu, tu fais 210 km à pied 5 jours avant. Voilà, c'est même ridicule de le dire, c'est tellement ridicule que j'ai même pas été capable de l'analyser, en fait, sur le vélo, ça. Mais et pendant 6 mois, je le fanfaronnais, c'est-à-dire je suis pas là pour jouer la RAF. Mon objectif, c'était de doubler les deux. Mais lorsque je me suis retrouvé au départ, j'ai joué, en fait, parce que tu retrouves des concurrents et puis
Et puis voilà, tu te souviens des bons souvenirs quand tu as fini cinquième en 2020. Et donc après voilà, tu prends le départ et puis c'est parti. Et en fait, j'ai oublié, je me suis perdu. En fait, je me suis perdu en cours de route à cause des autres aussi, à cause de la concurrence, à cause de mes premières sensations qui étaient plutôt bonnes. Est-ce que c'est Et vraiment à cause des autres? ben, quand je te dis à cause des autres, dans le sens Tu où t'es laissé griser par l'événement et puis le ouais, départ rapide de certains, mais est-ce que c'est c'est ça. vraiment de leur faute si tu as voulu les suivre? Non, Quand non. même. Alors non, mais si tu veux, tu te retrouves dans un. Je prends l'exemple de la première nuit. Moi, je m'arrête toujours dormir un petit peu. J'ai besoin de des petites siestes de 5 minutes, 10 minutes, ça me va très bien. Je m'arrête. J'ai une stratégie qui est un peu toujours la même parce que je m'endors très rapidement. Donc je m'arrête, je sors mon téléphone, je mets le réveil, 6 minutes. Je mets mon réveil sur le corps en vibreur et je m'endors tout de suite. Et ces 5 minutes-là me font du bien, bien plus que 20 minutes, 25 minutes. En fait, j'ai l'impression de rentrer dans un autre cycle si je fais 20 minutes, 25 minutes. Et surtout, je suis un peu plus stressé parce que je me dis, ah, 25 minutes, 25 minutes, est-ce que finalement ça valait le coup de faire 25 et pas 5 quoi. Donc 5 minutes, ça me va très bien. Et ça, je l'ai fait que 2 fois dans la nuit parce que je me rendais compte qu'en fait les autres s'arrêtaient pas du tout. Et je me suis dit, waouh, cette année, en fait, faut pas faire ça, quoi. Faut pas s'arrêter la première nuit. Mais c'était une grosse erreur. En fait, j'aurais dû être moi, en fait, voilà. On en revient sur la même chose. J'ai pas été moi, alors que, alors que j'adore la prépa mentale. Je suis féru de ça et je suis, voilà, j'ai pas, je me suis trompé. Je me suis trompé, Richard. Voilà. Ah, c'est pas grave, Eric. Non, ouais, mais tu sais, ça reste, voilà, c'est un petit peu, ça a été un peu une blessure parce que donc comment les choses ensuite se font. Le lendemain, donc le lendemain, ouais, c'est ça. Le lendemain, on arrive sur le Vercors. Là, j'avais de bonnes sensations aussi. Je remontais au classement, enfin, je sentais que c'était bien. Mais malgré tout, j'ai jamais pris vraiment le plaisir. J'arrivais pas à trouver le plaisir en fait, parce que j'étais constamment dans cette notion de performance, dans cette notion de classement. J'arrivais pas à me situer par rapport aux autres, à la concurrence. Je savais pas si, parce qu'en fait, j'avais perdu mon plan de vol en fait. J'étais le cul entre deux chaises quoi. Donc j'avançais au rythme un peu des autres au final. Et puis il y a eu une autre erreur, mais finalement celle-ci je l'avais pas senti venir. J'ai croisé un ancien coureur cycliste professionnel que j'avais pas vu depuis 15 ans, voilà, et qui était habillé, enfin voilà, un ancien coureur de chez Festina. Et donc je le croise, je le reconnais à peine, il fait demi-tour et il vient à ma hauteur et il me dit ah bah j'ai vu que tu faisais la raf et tout, je te suis, machin. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Il était hyper réglo et d'ailleurs j'ai rencontré Jocelyn Rioux à ce moment-là. Et je dis à Jocelyn, faut surtout pas qu'on se mette dans sa roue, je voulais surtout pas de ça. J'ai dit à Jocelyn, tu te mets pas dans ma roue non plus, on essaie de, voilà. Donc Jocelyn a pas de problème, il dit oui, je comprends bien, tu veux respecter la règle du no drafting. Mais du coup, j'ai suivi Nicolas Reynaud, était donc pour pas le citer, il était à peu près 100 mètres devant nous. Et j'ai pris son rythme en fait, voilà, j'ai pris son rythme parce que c'était plutôt sympa de le revoir, on se parlait de loin dans les lacets, c'était très drôle. Mais j'ai laissé énormément de cartouches à ça, en fait. J'ai laissé énormément de cartouches alors qu'on avait fait 400 km. J'ai fait n'importe quoi sur ce coup-là. Mais encore une fois, j'ai pas été moi. C'est-à-dire, j'ai pas été capable de dire non, Nico, franchement, c'est super gentil, mais honnêtement, moi, il m'en reste encore 2100 à faire. C'est gentil, mais va-t'en tout de suite, quoi. Par politesse, par je ne sais pas. Mais j'ai fait cette erreur-là aussi, de suivre son rythme. Ensuite, on arrive comme ça à Saint-Jean-Vercors, kilomètre 600. Et là, je m'endors et j'appelle ma femme avant et je dis, écoute, j'avais une stratégie de 2h30 de sommeil. Et je dis, je m'endors 2h30. Par contre, je vais mettre mon réveil, mais si tu peux m'appeler, ce serait bien quand même, parce que des fois, j'entends pas le réveil. Elle me dit, ok, pas de problème. Simplement, j'oublie de retirer le vibreur de mon téléphone. Et en fait, le réveil, je l'entends pas. Et elle, j'ai 52 appels en absence quand je me réveille. Ça fait 52 fois qu'elle essaye de m'appeler. Et en fait, je dors 4h30 au lieu de 2h30. Donc, je perds tout le temps que j'ai gagné, je le repère.
Mais qu'est-ce que ça engendre? Un état de stress, en fait. C'est-à-dire que à nouveau, je suis plus moi, puisque à nouveau, je cherche à récupérer le temps de sommeil perdu. Enfin bref, tu vois un peu comment tout ça. Je suis à 100 lieues de mon plan de vol au département de Lieu. Donc je grille pas mal de cartouches dans le Vercors et puis là difficile à dire, mais c'est possible en tout cas que ce soit ça. J'ai jamais pu l'analyser, c'est difficile. Il faisait très très chaud et donc je m'arrête plusieurs fois à l'eau des fontaines. Moi j'ai pas de problème avec ça, je bois l'eau des fontaines. Chez moi je bois l'eau du robinet, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc je bois l'eau d'une cascade dans l'Alpe d'Huez. Et dans la descente de Sarenne, je sens que j'ai plus du tout de jambes et je suis obligé de m'arrêter dans les toilettes sèches du col de Sarenne pour me vider. Et à partir de là, c'est fini. À partir de là, c'est fin du film. Je rencontre Christophe Blanchard, un autre copain de la RAF. Je fais une rencontre merveilleuse. C'est au moins l'avantage de cette vidée dans le col de Sarenne, c'est que je le rencontre. Il me dit, bah écoute, on va s'arrêter dans le col de Sarenne à du dessus là, je me rappelle plus comment il s'appelle, ce village-là. Enfin, il me dit bah on va s'arrêter là, on va manger et tout, un petit peu, puis tu vas repartir. Et là, je m'endors complètement. Enfin, je suis complètement vidé et je vois l'objectif de résultat partir en fait, parce que je sais très bien qu'à partir de là, si on commence à s'arrêter, c'est mort. Voilà, c'est mort. C'est pas mort pour finir la course. Mais du coup, j'avais basculé. J'étais plus dans le côté je vais finir la course, j'étais dans le côté je vais faire un résultat. Donc ça n'allait plus. Je repars, mais ça va plus et mentalement, là je flanche totalement parce que je me dis, je commence à me rendre compte des erreurs que j'ai faites et je commence à me rendre compte qu'en fait j'ai voulu changer de tableau, que je suis en train de perdre le tableau du haut et que je vais peut-être même pas réussir le tableau du bas. Je m'arrête à la Grave et là j'appelle ma femme et je dis à Steph, faut que je m'arrête dans un hôtel, faut que je m'arrête dormir parce que ça peut pas, je m'en sortirai pas si je dors comme ça, ça va pas. Je suis vraiment malade, j'avais mal au ventre, j'ai vomi plusieurs fois, je mangeais plus du tout. Possiblement une bactérie due à l'eau des fontaines. Ça n'a jamais été prouvé, mais je pense que c'est ça. Et donc là, je prends une chambre dans l'objectif de repartir à 21h. Il est 17h. Oui, c'est ça, il est 17h. Et donc, objectif, dormir 4 heures. Et je repars 12 heures plus tard. Je dors 11 heures. J'étais mort, en fait. J'étais mort. J'étais cuit. Et là, eau des fontaines ou pas des fontaines, je pense qu'en fait, j'étais cuit, quoi. Et mon corps, il a dit, laisse-moi dormir. Donc à partir de là, le lendemain, j'ai essayé de refaire surface, mais j'étais très loin au classement. Enfin, j'étais très loin. En fait, enfin bref, je m'en foutais d'être loin au classement, c'est ça le pire. Mais du coup, j'avais taquiné un truc. Enfin bref, j'étais loin, ça me convenait plus. J'étais toujours en train de me retourner, de voir un tel qui revenait sur moi. Je me disais putain, t'avances plus. Je voyais le mec, tous ceux qui me doublaient, ils avaient le sourire, la banane, ça va, c'est super. T'as vu la raf, c'est super, hein, c'est génial. Hein. Et moi, je me disais non, c'est de la merde en fait. Ça me fait chier d'être là en fait. Juste, ça me faisait chier d'être là quoi. J'avais changé alors que cette course, voilà, je l'aime. Mais j'étais, voilà, ça me faisait gravement chier d'être là. Et puis voilà, les kilomètres ont passé, j'étais de moins en moins dedans. Je me suis arrêté au McDo à Megève, j'étais encore moins dedans. Enfin, j'avais permuté et puis après, j'avais vraiment plus de force du tout. J'ai posé pied à terre plusieurs fois dans le col de la Colombière. Et là, j'ai dit stop, j'ai dit ça va plus parce que ça ressemble, ta course ne ressemble plus à rien. Et c'est là où je regrette parce que j'ai quand même vu après les classements, j'ai vu Clémence par exemple, la Belge, là, je me rappelle plus de son nom, mais elle a un nom belge beaucoup trop compliqué. Ouais, si c'est une Belge, c'est forcément Van quelque chose, donc c'est ça. Van der Geijn. Bon, je me suis entraîné 6 mois avant de le dire correctement. Voilà. Donc quand je vois Clémence qui était très loin derrière moi encore et qui est parvenue au bout au prix d'un courage monstrueux, mais je me dis j'aurais peut-être dû à nouveau dormir 12 heures et puis repartir et j'aurais terminé la raf et j'aurais été super fier. Mais en fait, j'étais pas dans cet esprit-là. Je l'avais pas. Et pour le retrouver, il aurait fallu que j'aie le sens du discernement. Et le sens du discernement, je l'ai récupéré qu'après 3 ou 4 jours, en fait. J'ai été happé par des éléments extérieurs, fatigué au départ, donc pas en capacité à un moment de mettre une claque au visage et de dire arrête Eric, tu fais n'importe quoi. Et ma petite famille
m'a senti un peu en perdition en fait. Quand je dis ma petite famille, c'est très simple. Hein, c'est un peu comme dans Qui veut gagner des millions. Hein, j'ai 3 jokers. Hein, j'ai ma femme, mon fils et ma fille. Et les 3 ont senti que j'étais un peu en perdition et ont rapidement pas trop cherché à ce que je continue quoi. Je sentais qu'il y avait de la détresse un peu, si tu veux, dans leurs yeux quoi. Tu vois, je sentais qu'ils se disaient il fait n'importe quoi là. Il a pété un plomb quoi. Ouais, voilà, j'ai déraillé. Donc arrivé à la base de vie de 1200, là, c'est Saint-Jean-d'Oussin. J'ai dit j'arrête. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je repars pas. Et en fait, ça me faisait trop chier d'être là. J'ai posé mon truc. Un quart d'heure après, j'étais parti. J'avais juste envie de partir, en fait. J'ai pris le premier train. Ils acceptaient pas un vélo sans housse. J'ai pris une amende. Je m'en foutais, en fait. Je voulais juste partir. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais fuir. J'avais un peu honte, en fait. Pas honte de mon classement. Hein. J'avais honte d'avoir fait ce que j'ai fait, quoi. J'avais honte de m'être troué, en fait, de ne pas avoir réussi à, euh, à, à faire et à être qui je suis 364 jours par an, quoi. Voilà. Mais là, j'ai raté. Voilà. Voilà l'histoire. Alors, pour te dire, c'est encore une blessure parce que il m'arrive encore de dire à la grave, j'aurais dû faire comme ça. Au McDo de Megève, j'aurais dû faire comme ça et surtout, j'aurais dû encore dormir et rêver juste à terminer. Voilà. Et puis tiens, non, je vais t'avouer aussi un autre truc. Un autre truc parce que c'est une erreur que peut-être certains peuvent faire. Mais elle est intéressante cette erreur-là. C'est qu'en fait, j'avais planifié l'après, Raph. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on s'était dit en famille, oh, écoute, l'année dernière, je suis arrivé vendredi matin. On part, je pense qu'on peut réserver à partir du dimanche. La location, je pense que c'est bon. Au pire, j'arrive samedi. Dimanche, on part en vacances. Et chemin faisant, je m'apercevais aussi que j'allais foirer ce plan de vol-là. Et donc je me suis dit, merde, putain, les enfants, quand même, je vais leur ruiner 2 jours de vacances. Ok, papa il fait la raf et tout, mais en fait, j'avais planifié l'après, et donc l'après m'a mis une pression supplémentaire, en fait. Le fait de dire, faut absolument que j'arrive samedi parce que dimanche, on part en vacances. Et ça, c'était une autre erreur. C'est une erreur, voilà, je le dis, c'est une erreur qu'il faut pas faire. Faut pas planifier l'après, en fait. Tu as jusqu'au mardi pour arriver, de mémoire. Eh bien, jusqu'au mardi, tu prévois rien. Voilà, tu dis, je sais pas, peut-être je vais arriver mardi. Donc, et cette erreur-là, elle m'a aussi, tu sais, après ton cerveau il débranche pas quoi. Donc voilà, tu remues et voilà, je remuais ça aussi. Ça m'embêtait aussi un peu pour les enfants de dire bah voilà, ils vont rater du jour de vacances. Voilà. Ça joue aussi. Bon, ça va sinon? Ah oui, alors depuis, oui. Alors oui, bien sûr, depuis Richard, ça va très bien. Pourquoi? Pourquoi ça va? Non, mais c'est vrai, parce que là, du coup, je vais faire pleurer Chemien. Hein. Parce qu'en fait, j'avais un truc derrière qui était exceptionnel, c'est que j'avais l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et j'avais terminé une fois en 2017. Et donc, 5 semaines après, j'avais ça. Donc, très rapidement, je me suis dit, écoute, ta revanche, tu la tiens, c'est l'UTMB. Alors, j'ai posé le vélo pour ne le reprendre que fin octobre. Pendant 3 mois, j'ai pas touché le vélo, plaque de cadre encore sur le vélo, les sacoches, voilà, les pâtes de fruits à l'intérieur et le gel qui a coulé partout. J'ai pas touché le vélo. J'allais te dire, je l'ai pas nettoyé, mais je nettoie jamais mon vélo, donc ça c'est pas. Bon, le vélo, il a pas bougé. Et donc j'avais l'UTMB derrière, et donc j'ai tout jeté sur ça. Et je suis arrivé à l'UTMB, tout le contraire de la RAF en fait. J'étais heureux de tout. J'étais comme un gamin. Et j'ai fait 400 places de mieux qu'en 2017 et j'ai fait un bon chrono et j'ai pris du plaisir. J'ai couru les derniers kilomètres, je courais toujours et voilà, j'ai pris ma revanche à pied 5 semaines plus tard. Malgré tout, j'ai ressenti encore ce problème de la nuit qui tombe. Ça dure 2 heures à peu près, hein, mais le fait de basculer là me joue des tours et il m'a joué des tours la première nuit, pardon. Après 35 kilomètres, ouais, je crois, c'est après Valorcine. Non, après les Contamines, au premier ravito après les Contamines, où là la nuit est tombée et j'ai senti, voilà, j'ai eu peur et j'ai appelé ma femme
Et là, j'ai pleuré comme une madeleine. Et j'ai dit, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Mais il est hors de question que j'abandonne, c'est pas possible, quoi. Donc elle m'a dit, voilà, elle a trouvé les mots, elle m'a dit calme-toi surtout. Et voilà, j'ai eu besoin j'ai pleuré comme un gamin de stress en fait, parce que je m'étais dit si j'abandonne l'UTMB, la RAF plus l'UTMB, là ça va être difficile, là c'est compliqué. Donc en fait c'était hors de question que j'abandonne. Mais la nuit m'a fait peur. Et la deuxième nuit, j'ai failli aussi avoir ça, et là j'ai su trouver, voilà, j'ai passé le coup de fil à l'ami et j'ai su m'en sortir. Mais je sais que c'est un problème pour moi la nuit qui tombe, et donc je travaille depuis sur ça, et c'est passionnant parce qu'il y a des raisons mentales, des raisons aussi physiologiques. Le corps, mon corps, il réagit comme ça à la nuit tombée. Par exemple, je peux avoir un état de fatigue, je peux bâiller vers 21h, 22h, même là, tu vois, ce soir par exemple, je veux dire à 21h, je vais être fatigué. Et à minuit, je le suis plus. Il faut que je passe ce cap là. Voilà, j'ai ce cap de la nuit qui tombe autour de. Ouais, c'est ça, la nuit qui tombe. Donc bon, là c'est plus tôt, mais autour de 20h, 21h, j'ai toujours ce problème là. Donc il faut que je corrige ça, quoi. Et bref, l'UTMB, ça a été super. Et puis après, j'ai pris le départ du Raid de l'Archange, 305 km à pied, 4 semaines plus tard, et j'ai aussi réussi. Donc derrière, ça n'a été que des réussites. Donc j'ai tourné la page de la RAF, et en gardant ce petit goût de voilà d'inachevé qui fait que je suis réinscrit. Quand même. Voilà, je reviens, bah, voilà. J'y Bon, retournerai. ton problème de la nuit, est-ce qu'il faut vraiment le corriger ou apprendre à vivre avec? Faut apprendre à vivre avec. Faut apprendre à déceler les signes qui indiquent que tu bascules, et trouver à ce moment-là la bonne clé dans ton trousseau de clés. Parce que sur une épreuve comme ça, tu as un grand trousseau de clés. Plus tu as de réponses aux problématiques, mieux c'est. Donc plus tu as de clés dans ton trousseau de clés, mieux c'est. Et donc il faut être capable de se poser, de souffler, de prendre justement ce recul-là, ne pas avoir peur, pourquoi pas, d'appeler un ami, hein, d'avoir une personne extérieure. D'ailleurs, ça, je le conseille en ultra. Je pense que c'est important. C'est pas à l'heure enfin, je veux dire, c'est pas de la triche à ça. D'appeler quelqu'un, d'appeler un proche, d'appeler un ami, mais d'appeler de préférence quelqu'un qui est totalement extérieur à la chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas vous influencer parce qu'il sait que vous avez mis beaucoup d'argent, parce qu'il sait à quel point ça vous tient à cœur, parce qu'il sait, voilà, quelqu'un qui va avoir le sens du discernement et qui va trouver les bons mots, peut-être même un peu vous malmener dans les mots pour retrouver le bon état d'esprit, quoi. Donc oui, il faut apprendre à vivre avec, ouais. Faut apprendre à vivre avec, mais déjà, je pense que de savoir que ça m'arrive, c'est une bonne chose quand même aussi, parce que je suis en capacité maintenant de poser des mots sur un état de fait, quoi. Voilà. Concernant l'appel, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Clémence. Avant de partir, elle avait fait un petit groupe WhatsApp, comme pour le Rwanda qu'elle avait fait en février. Et pour la RAF, elle avait une petite liste de contacts proches, de gens qui pouvaient comprendre, dont je faisais partie. Et on s'est appelé 1 ou 2 fois pendant la RAF. Ben voilà, c'est ça. Ben Et on parlait de tout et de rien, hein. ouais, ouais. Je lui ra Un jour, elle m'a appelé, j'étais en train de bricoler la chaudière à eau chaude. Sachant que je suis nul en bricolage, donc j'y arrivais pas et je lui ai raconté mes problèmes de bricolage pendant la Mm. RAF. Ouais, ouais, ben Et ouais, je je comprends, pense ouais. que ça fait du bien aussi, tu vois, de parler Oui, d'autre chose, de pas dire: «Ah là là, ça doit être dur, hein, ouais. puis c'est long, hein, puis c'est vachement bien ce que tu fais, hein». Ouais, j'avais appelé ma femme à l'UTMB en pleine nuit, et je lui avais dit qu'est-ce que tu me dis de beau? Et donc elle était vachement étonnée. Ben, je lui dis parle-moi, raconte-moi, je sais pas, qu'est-ce que tu as de beau à me dire? Je sais plus ce qu'elle m'avait raconté, et ça m'avait occupé, ouais. Ouais, bien sûr, il faut avoir ça dans sa besace en fait, avoir la capacité de passer quelques coups de fil. Mais pour le faire, il faut aussi non pas s'avouer vaincu, mais se dire qu'on a besoin d'eux à ce moment-là. Et peut-être aussi que sur la RAF, la première nuit, j'ai peut-être pensé que c'était trop tôt pour déjà le faire, et que c'était étonnant, que ça se faisait pas, que se sentir un peu en difficulté après 100 km, c'est pas normal. Enfin, en même temps, qu'est-ce que la normalité sur une course comme ça? Mais
voilà, il faut aussi être en capacité de sentir qu'on a besoin d'eux. Et ça, j'ai pas. Peut-être aussi par ego, parce que voilà, peut-être que j'avais un peu un ego, j'étais peut-être un peu trop sûr de moi au départ de la RAF en me disant, écoute, ça va le faire. Voilà, c'est guère que 2600 km, tu sais faire, etc. Mais c'est une course, enfin c'est une aventure qui est incomparable. Hein. Donc, c'est difficile à raconter d'ailleurs. C'est pareil, c'est compliqué. T'auras beau faire tous les podcasts que tu veux, c'est difficile à raconter. Voilà, faut faire en fait. Quoi, voilà. Tu as fait ou tu as pas fait en fait. C'est pour ça aussi que là encore, autre erreur, c'est que au final le classement, tu limes et tu te bats pendant 300 km pour passer de la 27e à la 22e place. Mais 6 mois après, on va te dire quoi? T'as fait ou t'as pas fait? Je suis incapable de te dire le classement de la RAF. Même le vainqueur, si, c'est Omar. Mais derrière, deuxième, troisième, quatrième, je sais pas en fait. En fait, c'est t'as fait ou t'as pas fait. Donc, tu uses aussi beaucoup d'énergie à te prendre au jeu et à vouloir gagner 3 places ou 4 places, à essayer d'adopter le rythme du concurrent qui te précède pour essayer de le battre. Et au final, tu pars dans un faux rythme, tu perds ta stratégie, alors qu'il faut être toujours en capacité d'être toi-même. Toujours, du début à la fin, être toi-même. Alors ça peut blesser des gens, dans le sens où faut être capable de dire à quelqu'un, écoute, je te laisse, t'es super gentil, mais honnêtement, voilà, j'ai pas envie de te parler. Faut être capable de dire ça quand même. Hein. De dire à un mec, alors que il est super content de te voir et tout, de dire, ah, écoute, je suis désolé, j'ai pas envie de te parler. Faut être capable. Et moi, j'ai pas été capable, mais je conseille à tout le monde de ne pas avoir peur de dire, non, tu vas trop vite pour moi. Ou non, je préfère pas te parler, je suis désolé, voilà, recule un peu s'il te plaît. Et ouais, mais ouais, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu passes pour un connard. Bien sûr, tu passes pour un connard, mais 6 mois après, je me dis si j'avais été capable de faire ça le samedi, peut-être je serais allé au bout. Mais voilà. Ben ouais, parce que t'es pas assez un connard au quotidien, mec. Je peux t'en parler en connaissance de cause, je le suis quasiment tous les jours, donc ça me pose aucun souci. Et voilà, c'est tout. Mais tu sais, bon, ça n'a absolument rien à voir parce que ce sont des distances totalement, c'est vraiment une distance moindre par rapport à ce que vous faites sur la route en ultra. Mais je vais en profiter pour le saluer, mais au Gravelman Verdun-Paris, très rapidement, je me suis fait rattraper par un concurrent, Miguel, que je salue bien bas d'ailleurs parce qu'il m'a mis dans le rouge quelque chose de propre pendant 30 secondes. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il allait beaucoup trop vite pour moi. Et je lui ai dit, écoute, bah, comme tu viens de dire, c'est cool Miguel, mais là tu vas trop vite pour moi, je peux pas te suivre. Bah si t'as su le faire, c'est parfait. Voilà. Et bon, bah je suis... c'est comme ça. Mais tu vois, l'épisode avec Laurent, on a essayé de parler un petit peu de régularité et de rouler à son rythme. Et on ne le répétera jamais assez, le bon rythme, c'est le nôtre, c'est pas celui des autres. Mm. Et vouloir faire la course des autres, c'est un premier pas vers l'abandon parce qu'on n'est pas dans le bon rythme. Mm. Et Tout comme les. Oui. le bon rythme, c'est le nôtre, celui dans lequel on se sent à l'aise, confortable, et celui qu'on va pouvoir tenir des heures. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les jambes des autres. On ne sait pas si ils peuvent tenir ce rythme-là pendant 5 heures, 10 heures, ou si au contraire, dans 2 heures, on va peut-être les retrouver en croix Oui. sur une heure de repos. Oui. On ne sait pas. Oui. Mais n'empêche que nous, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc, C'est si spécifique que tu ne peux pas, tu dois pas chercher la comparaison en fait. Même dans les stratégies de sommeil, tu vois, dans les stratégies d'alimentation par exemple. Euh, tu as les amateurs de boulangerie, puis tu as ceux qui fonctionnent au bar de céréales, et puis tu as c'est compliqué et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre en fait. La seule stratégie, c'est celle qui te permet d'arriver au Touquet et cette année d'arriver à Mandelieu. C'est la seule qui est la bonne. Et bon, bien sûr, Laurent et ses légendaires tubes, voilà, ça, je le conseille pas. Moi, je peux manger n'importe quoi. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de diététique en fait. Je mange, il me faut des calories pour avancer. Donc, j'ai pas besoin de ces produits diététiques. Voilà, je n'en ai pas besoin et j'ai besoin d'avoir envie de manger. Et ces choses-là me donnent pas envie de manger. Donc, tout comme, et c'est vrai que maintenant, chemin faisant, je me rappelle aussi d'une autre erreur que j'ai faite, et du coup, c'est très intéressant
ce podcast parce que je pense que les gens vont apprendre, j'espère, quelque chose, des choses. Autre erreur aussi de ma part, je m'étais dit, parce que je bois toujours que de l'eau sur de l'ultra. Parce que le sirop c'est compliqué. Autant sur à l'entraînement, sur une épreuve classique je peux. Là sur un ultra c'est compliqué. Donc je suis toujours à l'eau. Et je m'étais dit tiens cette année tu pourrais essayer des poudres. Donc j'ai testé sommairement de la poudre. Et je suis parti avec ça. Et je pense que ça m'a aussi un peu retourné le ventre. Ça a contribué un peu à me retourner le ventre. Et mentalement, ce goût-là ne me rappelait rien, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit moment de réconfort aussi qu'on doit se trouver avec la nourriture, avec la musique. Je sais plus qui m'avait dit ça, ouais, mais il faut trouver un petit refuge, tu vois, dans la musique, ouais. dans ce qu'on va écouter, dans une émission, dans la nourriture, dans des sensations, dans n'importe quoi. Un petit refuge où on se sent bien, même si on a mal au cul, même s'il fait froid et tout. On appelle quelqu'un, on écoute un truc et d'un coup, c'est le petit réconfort, tu vois, comme quand on allait en colo ou moi chez les scouts et que je détestais ça. Et puis que je prenais. Je vais pas vous raconter ma vie chez les scouts, hein, mais donc je m'étais enfui un jour et que j'étais allé dans une maison. C'était lundi de l'étape de repos sur le Tour. J'avais 13 ans, je crois, ou 14 ans, et j'étais resté à regarder les reportages de l'après-midi, c'est la journée de repos. Et c'est la seule chose qui m'a fait du bien, quoi. C'est de regarder du vélo à la télé, déjà. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que à m'écouter, on doit se dire, mais en fait, il est un peu débutant quand même. Alors que c'est ça qui m'impressionne, c'est que ouais, tu as été pro. ouais. Et Ouais. en plus, t'as pas été. Alors, je sais que l'expression va choquer certains et ne va pas plaire, mais t'as pas été un petit pro en plus. C'est ça qui me sidère. C'est que t'as pas été un porteur d'eau. T'as fait, si mes souvenirs sont bons, t'as fait un top 15 sur la Vuelta. Et c'est ça Oui. qui me sidère, et c'est ça aussi qu'il est bon de rappeler. C'est que c'est pas que les jambes. Et que là, si on fait la somme de toutes les erreurs, globalement, t'as fait toutes les erreurs d'un débutant qui gère mal ce qui se passe dans sa tête, alors que t'avais les jambes. Oui, et alors que j'avais fait 5 l'année d'avant. Donc je savais, enfin Ouais. j'avais la clé, si tu veux, je savais quand même ce que c'était. Mais j'ai été pris dans un engrenage. En fait, pour faire en 2 phrases, j'ai été pris dans un engrenage et j'ai pas eu le sens du discernement. J'ai pas eu la capacité de m'élever pour regarder ce que j'étais en train de faire et de dire ah, alors ça corrige, ça corrige, ça corrige. J'ai été pris dans le flow, dans le flux. Et comme j'étais fatigué, j'ai jamais réussi à me contrôler et voilà. Et puis après, quand t'es trop bousculé, c'est un peu comme un boxeur, quoi. Hein. Quand t'en prends de trop, t'es dans les cordes. Et après, quand t'es dans les cordes, faut jeter l'éponge pour recommencer le combat, quoi. Après, t'es pas capable quand t'étais 2-3 fois dans les cordes, t'es pas capable de repartir et de mettre l'autre KO. Hein. Bon, évidemment qu'il y a les 200 km, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les 5 jours précipités entre les deux où tu n'as pas eu le temps de te poser, de souffler et de prendre réellement du temps pour toi? Tu as couru à droite à gauche. Là aussi, tu as fait la course des autres, si on peut dire. Tu n'as pas joué ta récup. Non, bon ça je le savais, hein, je savais que ça allait être un petit peu compliqué, qu'il fallait donc tout rentrer dans un chausse-pied, c'est ce que j'avais dit un peu, tout rentrer dans un chausse-pied. Et ça je le savais, mais je pense que malgré tout c'était pas mal. J'ai pas raté quelque chose. Je suis pas parti en disant mince j'ai oublié de faire ça. Simplement j'avais un sac de billes qui était à la limite en fait. Il fallait pas que j'en perde de trop quoi. Et encore une fois, ça pouvait passer, mais il fallait pas qu'il y ait un grain de sable. Le grain de sable, c'est l'eau des fontaines quelque part. C'est ça en fait le grain de sable, parce que le reste, même si même s'il y a des erreurs, pour l'instant, je m'en rends pas compte en tout cas. Là où je me rends compte, c'est que je dois faire face à un imprévu et que j'avais même pas imaginé d'ailleurs, c'est-à-dire tomber malade en quelque sorte. Ouais, quand même, tomber malade rapidement. Et là, je suis sorti là en fait. J'ai paniqué, j'avais pas cette clé-là à mon trousseau. J'avais jeté beaucoup de billes avant et donc là ouais. En fait, j'avais pas pensé que ça pouvait m'arriver. En fait, j'avais pas imaginé ça. En fait, c'est pour ça que je dis plus tu
plus tu maîtrises de paramètres, et plus tu as imaginé des circonstances de course, en imaginant aussi la réponse, plus tu as fait tout ça avant le départ, mieux c'est. Et ça, je l'avais pas imaginé. Voilà. Ça, je l'avais pas imaginé. Mais dû aussi à la fatigue. Donc ces 5 jours-là, oui, en effet, c'était court, c'était présomptueux, c'était peut-être un peu orgueilleux d'enchaîner les 2 épreuves. Mais j'avais dit c'est ça ou rien, parce que moi je suis cycliste, mais je suis coureur à pied, les 2 épreuves me faisaient rêver. Et en 2022, je fais toujours et de la course à pied et du vélo. Simplement, je suis pas bébête quand même, donc j'ai tiré des enseignements pour la RAF. En plus, je devais pas du tout y aller, donc c'est un peu un concours de circonstances qui me ramène ici, quoi. Voilà. Un concours de circonstances dû au vélo d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, on y reviendra après. Attends, Oui. je vais le noter. Ouais. Parce que je note mes questions quand même. Je suis pas assez bon pour les garder en mémoire. Ça, je laisse à des podcasteurs bien plus expérimentés et talentueux et intéressants. Voilà. Bon, par contre, néanmoins, tu as dit un truc tout à l'heure, c'est que dès le départ, pendant la course, tu regardais le classement, dès le kilomètre 100, tu regardais le classement, Grave, mais ouais. aussi dès le contrôle du vélo, tu regardais les autres. Ouais. Grave erreur. Ah ouais, oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est un podcast, tu peux l'appeler grave erreur. Ouais. Ouais, bien sûr, grave erreur, ouais. Grave erreur, mais aussi bon, c'est normal, tout le monde se s'épie un petit peu. Et moi, j'étais un peu dans le doute en fait. Personne ne m'a. Voilà, on y vient. Ouais, mais personne ne m'a fait. Si tu veux, il y a rien qui me faisait dire tu t'es trompé dans tes pochettes, par exemple, puisqu'on parle de bikepacking et tout à l'heure je te parlais de la sacoche de cadre là. Non, je doutais pas de ça. Moi, je suis habitué un peu. En fait, je me réjouis plutôt que de me contenter dans la vie déjà. Donc en fait, il me faut pas grand chose. J'ai pas besoin de grand chose, même pour faire 2600 km. J'ai pas besoin de j'ai pas besoin de qu'est-ce que je peux te dire, j'ai pas un deuxième cuissard par exemple dans ma sacoche. Qu'est-ce que j'ai dans ma sacoche? Alors bien sûr, il faut pas oublier quand même que la RAF permet d'avoir un sac pour traverser les Alpes. En tout cas en 2021, en 2022, je sais pas trop comment ça va se passer, mais dans ma sacoche j'ai un kawaii, donc bien sûr imperméable, des gants longs, couvre-chaussures, ça toujours, 2 batteries externes. Un peu de réparation, mais pas énorme parce que je suis pas un grand bricolo et voilà, donc ça j'ai pas énorme. Et après j'ai Abivi, voilà. Et c'est à peu près tout, hein, c'est à peu près tout. Enfin j'ai pas et des jambières, pardon, des jambières, voilà. Mais j'ai pas un deuxième cuissard, j'ai pas une veste manche longue, j'ai pas voilà, j'ai pas un certain nombre de choses que les autres coureurs ont. Et en termes d'alimentation, j'ai pas énorme non plus. J'ai pas énorme parce qu'en fait, je m'arrête dans une boulangerie. Et alors, je sais bien qu'on perd tant de minutes et tout, mais moi, j'ai pas envie de. Voilà, tu sais, c'était pas le record de l'épreuve en fait. Il faut savoir pourquoi on était au départ. Moi, j'avais pas envie de. Des fois, j'entendais Clément dire Clément Clisson dire sur ton podcast qu'il y avait pas mal d'études à mener pour gagner du temps sur telle chose, étudier là où il y a les boulangeries, etc. Moi, je ferai jamais ça. Voilà. J'ai pas envie de faire ça. Non seulement j'ai pas forcément le temps à ça, et puis j'ai pas envie de faire ça. Enfin voilà, non pour moi. Après là, on bascule dans le haut niveau de l'ultra et le haut niveau, je sais ce que c'est. C'était mon métier quoi. Donc c'est pas ma notion en tout cas. C'est pas comme ça que je conçois moi l'ultra. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément d'alimentation. Donc en fait, tout était bon. Je doutais pas de mon matériel, mais simplement tu sens qu'on y est, tu sens que la pression est là, tu sens que le niveau il est tout autre par rapport à 2020. Là, j'ai vraiment senti que ça n'avait plus rien à voir en fait. L'épreuve a basculé entre 2020 et 2021. L'épreuve a basculé. J'ose à peine imaginer ce que ça va être en 2022 d'ailleurs. Et c'est sans critique, hein. L'épreuve a basculé dans le bon côté de la chose. Ouais. Mais on sent que ça a basculé. On sent, si tu veux, que parfois tu te fais doubler par des coureurs qui te disent pas bonjour, par exemple. Là, tu te dis waouh, ça a basculé comme quoi. En 2020, on discutait encore un peu quand même quoi. Là, les 3/4 des coureurs te saluent. Mais voilà, certains te doublent. Waouh, il y a pas un mot quoi. C'est la compète en fait. La RAF sera de plus en plus la compète. Alors Arnaud, il a sa petite part de responsabilité. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faudra corriger. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu inutiles de sa part. Je pense que gagner un cadre,
Van Driesel, que le vainqueur gagne à cadre, c'est totalement inutile. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que finalement ça revient à un prix en argent, parce que j'ose pas croire que le coureur qui a gagné la course roule maintenant sur un Van Driesel, donc il a fait comme tout le monde, il l'a vendu. Donc en fait, il a gagné de l'argent. Clémence, elle a roulé avec la semaine dernière. Hein, elle m'a D'accord. montré des photos. Bon, Omar, je pense qu'il l'a pas gardé. Donc en fait, ça c'est clair. voilà, bon, c'est des choses qui étaient pas forcément. Je lui demanderai la semaine prochaine. Je l'ai au téléphone Ah semaine d'accord. prochaine. Eh ben voilà. Ouais. Et donc bon, ça montre bien que l'épreuve monte en puissance, et puis ça, voilà, la pression, elle vient avec. Hein. Donc quand je suis arrivé, je me suis dit, es-tu en adéquation entre comment tu te présentes sur la course et comment sont les autres actuellement. Et donc le doute s'est assez rapidement installé dans ma tête. Ouais. Est-ce que c'était vraiment important ou nécessaire de se poser ces questions-là à ce moment-là? Non. Bah non, mais ça c'est facile à dire maintenant. Bah oui, Bah, bien c'est sûr. facile à dire quand on Bien reste sûr. le cul dans son canapé. Non, mais non, ça, mais c'est facile à dire après. Mais et puis j'étais tout seul aussi, tu sais. Moi, je me suis présenté au départ seul, dans le sens où j'ai pris le train, tout ça. Je suis arrivé tout seul, donc en fait, j'étais tout seul dans ma chambre après. Donc, j'ai pas eu non plus quelqu'un à qui je puisse exprimer mes doutes, parce que j'ai pas non plus forcément voulu en faire part à ma famille, à mes proches, et dire les gars, je suis dans le doute, voilà, ça, je doute, je sais pas, je me demande si je vais y arriver. J'ai pas trop voulu ça, mais j'ai senti aussi. Avant le départ, j'avais presque un peu des sanglots le vendredi soir. Je sais pas, j'avais peur. J'avais peur. Je sais pas. Je sentais pas ce truc. Je le sentais pas ce truc. J'ai rapidement eu peur. J'ai perdu. Enfin, j'avais mal accroché ma sacoche arrière après 5 km ou 6 km à peine. Et donc je me suis arrêté pour la resserrer. Et je me suis arrêté presque à la manière d'un cyclocrossman, quoi. Tu vois, pour pas perdre de temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me dis, mais mon Dieu, t'as été ridicule. Parce que le temps que tu as perdu, enfin, tu comprends? T'es ridicule, j'étais ridicule. Mais j'étais stress, quoi. J'étais stress, en fait. Et puis ce départ 2 minutes en 2 minutes, rapidement, tu regardes, tu doubles un tel te redouble. Aussitôt, ça fige un peu. Enfin, tu te dis, je suis bien, j'en ai doublé, je suis pas bien en double. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu tout s'est mélangé, en fait. C'est une espèce de tambouille dans la tête, hein. Et je redis toujours la même chose, il faut être en capacité permanente de savoir pourquoi on est au départ, de prendre de plaisir, de savoir en rire tout le temps, et de garder ses certitudes, en fait. Voilà. Tes certitudes, et il faut avancer. Voilà. Garder son plan de vol. Son plan de vol, il faut taper. Voilà. Tu tapes. C'est une image que j'ai en préparation mentale. C'est l'image du clou et du marteau. Et en fait, t'as un clou et tu tapes. Et à un moment, j'ai pas été capable de taper. En fait, je tapais plus. J'étais toujours en train de regarder à gauche, à droite. Je tapais plus mon clou, je l'enfonçais plus mon clou, quoi. Et maintenant, ça va mieux, mais en tout cas, j'ai raté la RAF 2021. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Je retiendrai ça cette phrase de Eric. Je retiendrai cette phrase de Eric Le Blacher. Oh, maintenant, ça va mieux. Ah non, ça va mieux. Ah, sur le coup, ça a vraiment fait chier. Je te jure, je suis parti comme un sauvage. Je remercie d'ailleurs, j'ai oublié la personne qui était à la base de vie et qui m'a dit, lui, il venait terminer le 1000 km. Il y avait ses parents qui étaient adorables, qui me connaissaient un peu de nom, je sais pas quoi. Et qui dit, bah, si vous voulez, je peux vous amener à la gare et tout. Et donc, j'ai dit oui, et j'ai pris le premier train. Je me suis dit, j'ai même pris une amende parce que j'avais même pas emballé mon vélo, mais je voulais fuir, en fait. Voilà, je voulais me sauver. Voilà, j'ai même pas regardé les classements après, j'ai pas touché au vélo pendant 3 mois. Voilà, j'étais dégoûté, en fait, d'avoir foiré ça, d'avoir été aussi nul. Alors, parce que aussi, enfin, voilà, j'ai fait un peu de vélo quand même dans ma vie, quoi. J'ai connu un peu d'autres. J'allais te dire, pourquoi t'as pas appelé Marc Madio à ce moment-là? Voilà, ouais, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait quand même d'autres épreuves que la Race Cross France, et c'est pas lui faire injure. Et j'ai pas fait non plus des trucs de fou, mais voilà, j'avais déraillé, quoi. J'étais plus dans le truc, quoi. J'étais pas dans le truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, c'est que du vélo, Eric. Non, mais heureusement qu'il y a eu l'UTMB derrière. Ça m'a vraiment l'UTMB. Quand j'ai franchi la ligne, j'étais trop. Ça se voit sur ta photo d'arrivée de l'UTMB. Ah ouais. C'était la délivrance. Hein. J'étais trop heureux.
tellement heureux que je voyais même pas qui était autour de moi, tu vois. J'étais dans un état d'ivresse totale en fait. Ouais. Ouais, la course à pied m'apporte beaucoup. J'adore la course à pied. J'aime beaucoup et on peut pas faire un parallèle d'émotions. C'est d'autres aventures. Je fais de l'ultra à pied aussi, mais c'est pas les mêmes émotions. C'est pas la même vitesse. Hein. Il y a pas la même, il y a pas les mêmes, il y a pas les mêmes contraintes. Ce sont d'autres contraintes en tout cas. Et j'ai la chance de pouvoir vivre les deux tableaux. C'est aussi pour ça que je voulais pas me priver de l'U2B 5 jours avant, parce que j'ai la chance de faire tout ça et j'étais prêt à perdre 3 places au classement pour avoir fait l'U2B. Enfin, tu vois, c'était pas trop ça le principe en fait. Tout ça, je le savais au départ, mais je l'ai oublié une fois le départ donné, quoi. Mais je savais, je m'en fichais, quoi. J'étais prêt à tout sacrifier pour ça. Et cette année, sur la RAF 2022, aussi parce que je préparais des courses à pied quelques semaines plus tard, donc je pourrais pas faire comme font les autres. Enfin, je pourrais pas et je voudrais pas. Bon, et 2022, alors tu vas faire quoi? Parce que là, visiblement, tu as digéré un petit peu tout ça. J'ai une dernière Ouais. question. Oui, vas-y. J'ai une dernière petite fourberie quand même avant de passer au programme de 2022. Dès le début, je Ouais. t'ai dit tu as abandonné, tu m'as dit c'est un échec. Quelle différence tu fais entre un abandon et un échec? Un abandon, c'est quand tu abandonnes parce que, pour moi, hein, c'est que si j'avais abandonné après avoir vraiment tout donné et que je me dis c'est trop dur. Voilà, c'est trop dur pour moi, ça va trop vite pour moi, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, j'abandonne, la tête haute, mais j'abandonne. C'est trop dur. Un exemple, j'ai participé au Raid de l'Archange, une épreuve de 300 km à pied il y a 2 ans, et j'ai abandonné après 200 km, la tête haute, et j'ai dit c'est trop dur pour moi. J'ai dit à l'organisateur votre épreuve elle est magnifique, mais c'est trop dur. J'y suis revenu cette année, j'ai été au bout. Je termine 7e de la course. Et j'avais toujours dit à l'organisateur, votre épreuve est trop dure, elle est tellement dure que je reviendrai. Donc ça s'appelle abandonner, c'est trop dur. L'échec, c'est quand tu as l'impression de toi-même d'être un peu responsable de cet abandon-là, c'est-à-dire d'avoir fait des erreurs et de ne pas avoir respecté une stratégie, d'avoir voilà. Ça pour moi, là c'est un échec plus qu'un abandon. Donc pour moi c'est un échec là. Ouais, la RAF c'est un échec et le raid de l'Archange c'était un abandon. Je reprends ce que j'avais mis en introduction de l'épisode avec Laurent Boursette. Est-ce que ça signifie qu'un échec, selon toi, c'est ne pas avoir maîtrisé tous les paramètres qui t'emmènent au bout de l'épreuve, indépendamment de tout classement ou tout temps? Tu dois maîtriser ton allure, tu dois maîtriser tout un tas de paramètres. Est-ce que ça pourrait signifier que bah, tu n'as rien maîtrisé, que tu as laissé le truc te filer entre les doigts? En tout cas, que tu n'as pas maîtrisé les objectifs que tu t'étais fixés initialement. Alors, ça peut être des objectifs de vitesse, de régularité, mais tu prends pas le départ d'une épreuve comme ça à la fleur au fusil. Il faut absolument que tu saches ce que tu viens chercher, ton niveau espéré, et que tu connaisses bien ton plan de vol. Et après, faut t'y tenir. Donc l'échec, il est de ne pas à un moment être capable de garder ton plan de vol du début à la fin. Et puis l'échec, il est aussi de ne pas arriver assez préparé en fait, de pas imaginer la dureté de la chose. Hein. La Race Oui, Cross ça. France 2600 km, c'est quand même c'est vraiment difficile. C'est pas le tout de le dire. C'est quand même difficile parce qu'au début, les 300, 400 premiers kilomètres, 500 premiers kilomètres, ça le fait. Mais honnêtement, quand tu arrives au kilomètre 938, qu'il est 1h moins 20 du matin, l'engouement il est égal à zéro. Il y a plus d'engouement, il y a plus de messages WhatsApp, les copains ils vont pas t'envoyer un message tous les quarts d'heure, donc à un moment ils t'envoient plus de messages non plus quoi. Et puis il est 1h du matin et t'es tout seul et puis t'as faim et puis t'es fatigué et puis tu commences à avoir un peu mal au cul et puis tes freins ils sont collants et puis t'as renversé tout ton coca, ça colle, enfin voilà quoi. Et à ce moment-là, il faut être capable encore d'en sourire, d'être content d'être là, de prendre du plaisir et voilà. L'échec, c'est encore une fois de trouver là la bonne clé à ton trousseau et de dire ouais c'est génial quand même, c'est génial ce que je suis en train de faire. Bientôt, ce ne seront plus que des souvenirs en fait. C'est ce que je dis à mon fils qui fait du sport. Je lui dis bientôt. Il se débrouille pas trop mal à pied. Il a gagné des preuves mercredi dernier. Il restait 500 mètres de course et ça revenait derrière. Je lui dis dans 2 minutes c'est des souvenirs. Dans 2 minutes, c'est des souvenirs. 2 minutes après, c'est fini déjà. C'est
C'est maintenant. Après, c'est trop tard. La Race Cross France 2021, je pourrais en reparler tant que je veux. C'est trop tard. C'est foutu. C'est trop tard. Et ça fait mal. Et ça, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai un problème avec le temps qui passe. Un problème. C'est pas que j'ai horreur du temps qui passe. C'est que le temps qui passe appelle beaucoup de réflexion en moi, en fait. Je me dis, on n'a pas le temps pour. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le temps pour me mettre en colère, pardon. Moi, je pardonne très vite. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais j'ai pas trop le temps. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de me fâcher avec les gens, quoi. J'ai pas le temps à ça, j'ai pas le temps aux querelles, j'ai pas le temps à... Et peut-être truc pour lequel j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bricoler, par exemple. Je suis nul en bricolage. Mais en fait, parce que je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous, en fait. J'ai pas le temps à ça. Et ça me fait un peu peur. Et donc la Race Cross France m'a fait peur parce que je me suis dit, tu l'as raté, peut-être tu n'y reviendras pas. Et voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça se présentait vraiment comme tel. Et bon, coup de chance, les rapports se sont inversés, quoi. Voilà. Je peux être là. Est-ce que une des clés de la... C'est pas que je sois super fan du terme réussite, mais en tout cas d'un succès personnel ou d'un accomplissement personnel sur une épreuve, c'est d'apprendre à s'en foutre. T'as du coca plein ton maillot, c'est pas grave. Mais tu sais... D'apprendre à s'en foutre. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle L'art de s'en foutre. Je sais plus comment il s'appelle, mais, oui, mais est-ce que ça fait pas partie du truc de changer complètement notre rapport aux choses, où dans la vie quotidienne, tu renverses ton coca, bon, c'est un peu vexant, mais sur ce type d'épreuve, est-ce qu'il faut pas apprendre à se foutre d'un maximum de choses? Ouais. Il pleut, il fait froid, t'as mal au cul, je m'en fous. Même si c'est pas vrai, en tout cas de se le dire et d'essayer de se convaincre qu'on s'en fout, c'est déjà pas si mal. Oui, je pense aussi que c'est un grand principe. Si tu as ça en toi dans la vie de tous les jours, je pense que c'est une grande clé. La résilience, savoir faire d'une difficulté une force, et ensuite s'en foutre. Voilà, je m'en fous. Et parfois, ma femme me dit, des fois sur des sujets un peu graves, elle me dit, toi, de toute façon, tu te fous de tout. Ben, je crois en fait. Mais je pense, je sais pas si c'est une critique en fait. Ouais, je m'en fous en fait. Je m'en fous et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas, on a cassé un truc, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Alors des fois, elle me dit, mais en fait, finalement, si je t'écoute, il y a que la mort qui est grave. Bah même ça, c'est pas grave. Ouais, mais presque. Enfin, c'est quasiment le truc en plus le moins grave qui puisse exister parce que c'est inéluctable. C'est pas. Et en fait, maintenant, elle fait beaucoup ça. Elle me dépasse même sur certains sujets à ce niveau-là d'ailleurs. Mais ouais, je pense que s'en foutre, c'est bien. S'en foutre et faire du soi en fait. Et pour recentrer sur le sujet, faire du soi, c'est essentiel sur un ultra. Faire du soi, ne pas avoir peur bien sûr de faire des rencontres et ne pas hésiter aussi à les provoquer et à prendre des numéros de téléphone. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait aussi partie de la Race Cross France, de la vie que de rencontrer des gens. Mais à un moment, faut être soi-même. Voilà, être soi-même, ça veut dire, je vais m'arrêter manger. Moi, pas encore. Dans une demi-heure. On se retrouvera peut-être. À plus. Voilà. Mais ça, faut être soi-même pour dire, écoute, non, merci, j'en veux pas. Pas tout de suite. Et ça, c'est une clé, ouais. S'en foutre et être soi-même. Ouais. Savoir dire non. Savoir dire non, voilà. Être soi-même, voilà. Ouais, savoir dire non et être soi aussi sur le matériel, par exemple. Tout le monde a une sacoche de cadre, pas moi. Voilà. Et Omar était un très bon exemple sur la RAF 2020 parce qu'il n'avait pas de prolongateur. Et il est écrit que dans un ultra, si on n'a pas des prolongateurs, on n'y arrive pas. Omar n'en avait pas. Alors bien sûr, Omar, c'est Popeye, mais il n'empêche qu'il avait quand même pas de prolongateur, quoi. Il a été lui-même, voilà, être soi-même. Ouais. Alors dans la catégorie s'en foutre, la semaine dernière pour le réveillon, on a accueilli la petite chienne de mes beaux-parents parce qu'elle est infecte, donc on l'a laissée à la maison et on allait fêter le réveillon de Noël ailleurs. Et le lendemain, ma femme m'appelle, elle me fait, dis donc, ton passeport, tu l'avais laissé où? Non. Dans la veste de ma veste, dans la poche de ma veste. Cette petite saloperie m'avait fait les poches, elle a bouffé mon passeport. Mais c'est pas grave. Elle me dit, mais tu te rends compte, elle a bouffé ton passeport et tout. Je lui ai dit, mais rien à foutre. Je m'en ferai faire un autre. Et puis voilà, je voyage pas avant cet été.
Et ben c'est pas grave, j'en ai rien. Ben oui, mais tes tampons et tout, c'est et puis il va falloir que tu ailles en chercher un autre. Et ben je vais faire les démarches en ligne et puis j'irai le chercher à vélo et voilà. Mais j'ai plutôt en plus c'est vrai que je m'en fous quoi. Mais c'est pas grave. Je perds mes tampons. Bon bah ma petite collection de tampons, d'accord, c'est Hum, mon 3e passeport. Je hum, perds ma hum, belle collection de tampons et bah tant pis, n'empêche que les voyages ils sont faits quand même. hum. Et bah tant pis, j'irai en chercher un autre. Et puis d'une certaine manière, je l'ai depuis 6 ans celui-là. Et bah ça veut dire que dans 4 ans, j'aurai pas besoin d'aller en chercher un autre. Hum, hum, Merci la petite chienne, elle m'a fait gagner 6 ans cette petite connasse. hum, hum, hum. Saloperie. Tu as raison, c'est ça, c'est s'en foutre, la résilience et être soi-même. Si tu as Et puisque ça dans ton jeu, tu as une grosse clé, en tout cas. Ouais. et comme coureur des années 80, des années 2000, et ben tu me parlais de l'abandon, de tout ça. Bah, vu que tu es un coureur des années 2000, je vais te citer Lance Armstrong qui avait dit la douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Mhm, mhm, On pense ce qu'on veut du mhm, violence, mais n'empêche mhm. que sur certains trucs, il avait entièrement raison. Oui, bien sûr, non, mais ça, ça aussi, j'y ai pensé. Mais à un moment, euh, tu retrouves ton sens du discernement qu'après avoir Ouais. fait reset, en fait. Tu vois, en fait, tout ça se bouscule dans ta tête, mais la recette du gâteau, elle est foirée, quoi. Donc, à un moment, tu vois ce que je veux dire, faut que tu Ouais. balances tout dans l'évier pour repartir. Mais j'ai pensé à ça, ce que tu dis là, et je sais même pas trop si c'était lui qui l'avait dit ou, Non, je pense mais qu'il l'a piqué à quelqu'un d'autre. Il a d'accord. dû. Mais C'est pas grave, j'y ai n'empêche pensé. que ça enlève rien à la valeur de la phrase. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça m'arrange bien que ça vienne de lui. Ouais, ah, bien sûr. Est-ce que quand tu t'es retrouvé dans le train, bon alors on aurait pu dire quand tu as enlevé ta plaque de dossard, mais Mm. visiblement elle est restée sur ton vélo un paquet de temps. Mm. Quand tu t'es retrouvé dans le train et que vraiment c'était fini, et que tu n'avais plus de questions à se poser, je repars pas, je dors, qu'est-ce que je fais, et que là c'était vraiment plié, tu rentrais à la maison, est-ce Mm. que tu étais content et soulagé? Ouais, j'ai été soulagé, ouais. Ouais. J'ai été soulagé, j'ai été soulagé de tirer un trait, en fait. De, de fuir. De partir, en fait. Ouais, c'est vraiment le bon terme, en plus, parce que pour le coup, je suis un peu parti comme un sauvage. Mais fallait que ça, déjà parce que bon, j'étais quand même pas bien, j'ai perdu 4 kilos Ouais. en 2 jours et demi de raf, quand même. Donc, j'ai pas remangé, donc je suis rentré chez moi, je sais plus, je suis rentré chez moi le lundi et j'ai remangé que le mercredi soir. Donc j'ai vraiment, donc j'avais quand même, faut pas l'oublier quand même, j'ai quand même eu quelque chose, mais ça n'explique pas tout, mais en tout cas j'ai eu ça. Et oui, ça m'a fait du bien de rentrer et de couper, en fait, d'arrêter, de ne pas suivre même du tout la progression des copains et de Ouais, t'as vraiment fait une aversion totale. ouais, fallait que ça s'arrête. Puis après, j'ai vite compris les quelques erreurs que j'avais fait, donc j'en étais pas très très fier aussi, quoi. Et puis tu sais, après, bon, ça c'est la contrepartie quand t'es un peu suivi ou un peu, je sais pas, un peu connu dans ta rue, quoi. Mais tout le monde a sa petite idée, quoi. Tout le monde sait ce qu'il fallait faire au final. Et donc tout le monde y va de son petit jugement, de ouais, mais t'aurais jamais dû faire l'U2B, mais j'ai dit si parce que moi je voulais faire ça, ouais, mais t'aurais pas dû, mais bon, moi je pense que t'aurais dû, mais t'aurais pas dû, mais t'aurais dû, mais t'aurais pas dû, quoi. Donc ça n'allait plus, donc il fallait que je coupe un peu, il fallait que je oui, j'ai complètement débranché et puis on partait, donc pour le coup on partait en vacances comme je t'ai dit tout à l'heure, et j'ai pris part à une épreuve à pied de 10 km quelques jours après. Après, donc j'avais zéro entraînement et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais noyé dans la masse. J'ai fait 38 minutes aux 10 km. J'étais noyé dans la masse. J'étais très bien et ça m'a vraiment, ça m'a relancé. C'était un 10 km local autour du lac de Longemer dans les Vosges et ça m'a relancé sur l'UTMB, quoi. Et heureusement derrière il y a eu l'UTMB. C'est ce que je conseille aussi sur un ultra, sur un grand ultra, c'est de ne, alors j'ai dit tout à l'heure il fallait pas prévoir quelque chose juste après, mais j'ai expliqué pourquoi, c'est-à-dire d'un point de vue chronophage, enfin d'un point de vue temporel, ne pas se dire ah bah le lendemain j'ai prévu ceci, cela. Mais malgré tout, il est important d'avoir un objectif derrière. C'est-à-dire ne pas forcément dire bah après c'est la fin du monde, après je sais pas du tout, j'en sais pas, j'ai aucune idée. Parce que si ça va pas, eh ben on se dit pas que c'est la fin du monde aussi, quoi. On se dit bon bah ça va pas, mais bon allez, j'aurai ma revanche, je vais faire autre chose, et voilà. Donc je conseille d'avoir peut-être pas quelque chose au niveau de la Race Cross France ou au niveau d'un ultra, peu importe lequel c'est, mais d'avoir en tout cas
de savoir quelle sera votre prochaine épreuve au départ de votre ultra. D'avoir un après, ça, je pense que c'est important. Et moi, j'avais cet après-là. Je l'avais. Et je l'ai toujours. Je sais pas faire ça en fait. Sur chaque épreuve, je sais toujours après ce que je ferai. Est-ce qu'il faut vraiment revenir avec un esprit revanchard? D'un point de vue personnel, oui. D'un point de vue personnel, hein, je parle. Pas d'un point de vue classement, etc. Parce que un classement dépend toujours de la concurrence de la concurrence. Le classement, il n'est qu'une donnée de satisfaction. C'est une statistique, le classement. Ça veut rien dire. Un classement, c'est une donnée. Voilà, point. Donc, j'ai pas de revanche par rapport à mon classement ou par rapport à mon abandon. J'ai une revanche par rapport à la façon de vivre une épreuve comme celle-ci et une revanche par rapport à, je dirais presque à la vie en fait. Au côté, je trouverai des solutions, je me débrouillerai, j'irai au bout en fait. Je vais bien me démerder, je vais bien réussir, voilà. Et j'ai une revanche sur ça, en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Alors je devais pas la faire cette épreuve-là, donc comme je t'ai dit, parce que professionnellement. J'ai plusieurs week-ends qui sont pris dans l'année parce que je coordonne un certain nombre d'événements sportifs sur la ville de Meaux et sa communauté d'agglomération. Et donc on avait un événement sur Meaux le dernier week-end de juin. Et donc lorsque Arnaud a sorti sa date fin juin, bon, je me suis dit c'est mort à 100%. C'est impossible. Voilà, il y a pas de choix possible, c'est impossible pour moi. Et Meaux a été retenu par le conseil départemental de Seine-et-Marne pour accueillir le départ de la deuxième étape du Tour de France féminin, le lundi 25 juillet. Et donc, du coup, il a été arbitré, entre autres par la municipalité, par les élus, de privilégier l'accueil du Tour de France et donc de ne peut-être pas organiser cet événement-là en juin pour pouvoir favoriser le Tour de France et sa promotion tout autour. Donc du coup, mon week-end de juin se libère et voilà quoi. Aussitôt, ça fait tilt dans ma tête parce que je pense qu'un certain nombre de cyclistes, moi j'ai le calendrier 2022 dans la tête. Je suis capable de te dire déjà les week-ends où il y a des choses, les week-ends où il n'y a pas. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de planifier. Je sais déjà, j'ai 10 étoiles à décrocher. Enfin, j'appelle toujours ça des étoiles, mais 10 épreuves qui me font un peu rêver. Alors il y a pas d'importance. Enfin, il y a des épreuves plus dures que d'autres, hein, mais en tout cas, il y a 10 étoiles à décrocher. Et donc, je sais exactement où elles sont. Et il y a des week-ends qui sont libres, il y a des week-ends pour ma famille, il y a des week-ends de 3 jours où je sais que je fais rien parce que j'irai avec ma famille, où j'ai prévu des choses. Et après, j'ai mon métier. Donc, le mois de juin, aussitôt, dès que le Tour de France, dès que l'annonce a été faite, je savais que je pouvais reprendre le départ de la RAF et voilà, j'ai averti, j'ai dit bah voilà, je vais pouvoir y être. J'étais super content en fait de pouvoir y retourner. C'était aussi un soulagement de me dire waouh, je vais retourner là-bas quoi. Voilà. Bon, en plus, au mois de juillet, pour l'étape du Tour féminin, tu pourras passer le bonjour à Marion Rousse. Ouais, c'est ça, peut-être. Non, mais c'est cool. En plus, tu vois, qu'elle soit directrice du Tour, je trouve ça génial en plus. Oui. Pendant tes vacances dans les Vosges, est-ce que tu en as profité pour aller manger un Twix ou un Snickers avec Thibaut Pinot? Alors non, je l'ai vu il y a 2 ans. C'est ce que tu m'avais raconté, que tu t'étais mis la race pour remonter. Super sympa, ouais. Je sais pas, je l'ai raconté cette histoire-là. Ouais, tu m'avais raconté et pour reprendre ton expression, tu m'as dit, je me suis mis la mort pour rentrer sur Thibaut Pinot. En fait, j'étais au Honeck et puis je passe un coup de téléphone à ma femme pour dire je rentre dans 30 minutes, enfin à peu près 30 minutes pour faire le Honeck jusque Gérardmer. Et là, tu te fais doubler par Thibaut Pinot. Et là, il y a Thibaut Pinot qui me double. Et là, je lui raccroche le nez et je lui dis attends, je laisse. Voilà. Et je repars à fond. Et lui, il s'est retourné vite fait comme ça pour voir qui venait de doubler comme ça, voilà. Et il voit un mec qui repart au sprint. Et là, il a dû être un peu vexé, mais il se dit ah ouais, le mec il veut essayer de me rattraper, je vais accélérer aussi. Et là, je me dis putain, le con, il accélère, il veut me lâcher. Et là, je me suis dit c'est pas possible, tu vas pas me lâcher, il faut absolument que j'aille te voir quoi. Et donc on s'est mis une race pendant quelques kilomètres, je sais pas, 5-6 kilomètres. Hein. Il relançait au sprint. Et là, je me suis dit il est trop fort. Mais j'étais concentré. Sans déconner. Non, mais j'étais au taquet. J'étais concentré à fond. J'étais sur les prolongateurs et tout. Et j'ai dit, il me lâchera pas.
Et donc je le rejoins à un stop, il est gêné par la circulation. Moi j'arrive, freinage, dérapage et tout. Il y a à mort. De toute façon, frein à main devant Thibaut Pinot. voilà, et donc voilà, voilà, je dis ah, Thibaut Pinot, je suis super content et tout. Donc on parle un peu, il dit ah bah j'ai déjà entendu parler, enfin bref par l'équipe. Et donc on a roulé un peu ensemble. Et là, donc pour dire pour l'histoire de Twix, c'est vrai qu'on monte un col, donc on roulait bien tous les deux. Et là je le vois, donc il avait faim et donc il sort de sa poche un nuts. Voilà. Ouais. Et là je lui dis mais tu manges ça toi à l'entraînement? Elle me dit ouais bien sûr, moi j'ai besoin de calories, je mange ce que j'ai envie de manger. Et là je me suis dit bah en fait il a raison, finalement c'est des calories en fait, c'est d'essence que tu mets. Alors bien sûr il y a bonne essence, mauvaise essence, mais on peut en discuter longtemps de ça parce que tu sais les barres de céréales qui te disent que ça t'apporte 2 milligrammes de vitamine B2, tu sais bof un peu quand même hein, parce que tout de suite maintenant tu as besoin d'énergie en fait. Donc Ah, puis le petit réconfort, c'est vrai qu'un nuts et le au petit bout de 6 réconfort. heures. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc j'ai pas mangé de nuts cette année avec Thibaut Pinot, mais c'est une histoire qui était très sympa. Ouais. Ouais, et puis après, il avait envoyé une photo à Marc Madio, parce qu'on avait fait une photo ensemble, et Marc m'avait envoyé en disant alors t'as roulé avec mon champion. Non, il avait pas dit mon champion, mon protégé, je crois. Il m'a dit t'as roulé avec mon protégé, et donc voilà, c'était très sympa. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Tu lui as pas dit je l'ai rattrapé, Non, je vais pas raconter cette histoire-là, mais parce que quand même. voilà. J'aime beaucoup Thibaut Pinot, son état d'esprit est quand même exceptionnel. Quand tu vois en ce moment là sur Strava, tous les coureurs sont à Tenerife et j'en passe, c'est les meilleurs. Et lui, il est chez lui. Enfin là, il vient d'arriver quand même. Il est parti, il est enfin parti à Tenerife. Mais autrement, il roulait par chez lui. Enfin, quand on sait en plus où il habite à Mélisée, c'est juste un trou, quoi. C'est un trou, quoi. Ouais. Et il part à 8h moins le quart le matin. L'été, il part des fois à 6h30, 7h moins le quart. Je trouve ça hallucinant de la part d'un mec comme Thibaut Pinot, quoi. Mais en fait, c'est lui. Et tu vois, il est lui, en fait. C'est un mec, il est lui. Et si tu l'empêches d'être lui, et ça, je pense que Marc Madio l'a très bien compris, si tu l'empêches d'être lui, il met la clé sous la porte, en fait. Il sait pas faire ça. Il est lui-même. Lui, c'est ça. Voilà. Il est comme ça. Il a besoin d'être dans sa région. Il a besoin de s'entraîner seul parce qu'il m'a dit aussi qu'il s'entraînait souvent seul. Parce qu'on a discuté un petit peu quand même et je le constate depuis. Et je suis un peu et donc il s'entraîne toujours seul ou presque. Il fait pas souvent derrière moto. Il est lui-même en fait. Voilà. Il est comme ça et il pourrait prendre comparaison. Il pourrait s'inspirer des autres. Il pourrait chercher la comparaison et il le fait pas en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire aussi sur un ultra. Voilà. Bon, on se rappellera après, puis on parlera de Christophe Laporte chez Jumbo Visma. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai senti que tu l'avais bien, tu l'avais sous le coude ça. Je t'ai déjà entendu. Mais j'adore. Franchement, quand je lis l'avant-dernier numéro de Vélomag, quand il était encore chez Cofidis, et la semaine dernière l'article dans l'équipe où un journaliste a suivi le stage de Jumbo en Espagne, et qu'on voit un petit peu le détail de ce qu'ils font et tous les trucs qu'ils faisaient pas chez Cofidis, je me dis c'est incroyable ce qu'ils font. L'application qu'ils ont où ils rentrent les données d'entraînement et ça leur dit ce qu'il faut bouffer pour récupérer au mieux selon la distance, la vitesse, les watts, etc. Tu vois, la soufflerie, plein de trucs, plein de micro-détails qui font que... puis la préparation mentale, tu vois, là tu parles de préparation mentale depuis tout à l'heure. On apprend dans l'article qu'ils font venir James Kerr, qui a étudié la stratégie des All Blacks, par exemple. Et l'esprit d'équipe, l'esprit de cohésion, l'esprit de compétitivité des All Blacks. Et après, ils vont essayer de reproduire ça chez Jumbo. Là où d'autres équipes viennent de comprendre que ouais, l'hiver, il faudrait peut-être aller rouler au soleil, quoi, ou qu'il faudrait peut-être faire des tests de soufflerie, ou peut-être essayer des pneus un peu plus larges pour Paris-Roubaix quelques mois en avance. Ce qui se fait étonnamment, pas forcément toujours. Et tu vois, bon, tout à l'heure, on parlait de Lance Armstrong, mais parmi tous les trucs qu'il a apportés, tu le sais mieux que moi, c'est notamment la reconnaissance des étapes que personne ne faisait avant. Bien sûr. Mais nous, on avait par exemple pas de vélo de contre-la-montre et on l'avait presque pas dans l'année. On n'avait pas moyen de le ramener chez nous. Donc en fait, on arrivait au départ au prologue du Tour d'Allemagne et on montait sur notre vélo quoi. Et c'était parti avec 0 km d'entraînement. Donc tu veux espérer quoi? Tu tombais après, c'était facile de dire que US Postal nous collait 2 minutes
en 20 kilomètres. Mais de toute façon, eux, ils avaient tous déjà un vélo de contre-la-montre chez eux. Et quand tu le demandais, c'était presque impossible en fait, parce que c'était pas dans les mœurs en fait. Je me rappelle, on avait une caisse, on appelait ça la caisse. On avait une caisse où à l'intérieur on avait du gerbe de blé, de la confiture, du fructose. Enfin voilà, c'était la caisse. On avait l'impression de détenir la malle, tu vois, la malle diététique quoi. Quand les autres arrivaient avec, voilà, commençaient déjà à avoir leur propre cuisinier. Nous, on avait un retard de dingue, de dingue. Ouais, mais Et il existe toujours un peu quand on lit à droite à gauche ce qui se passe. bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et il est parfois facile de mettre ça sur le compte de la triche, pour la nommer comme ça, Ouais, c'est pas comme ça, hein. au lieu de se dire, ben ouais, mais en fait, on fait pas bien les choses, bien sûr. Ouais, certitude, certitude. Ouais. Bon, et si tu me parlais de ces 10 étoiles que tu as décrochées en 2022, quelles sont-elles ces 10 étoiles? Alors à vélo, la Race Cross France, voilà, donc la grande distance, hein, parce que cette année, c'est quand même près de 2650 kilomètres, c'est Hmm. 150 de plus quand même, hein, donc Sens avec inverse. sens inverse, le col du Glandon en plus, pas mal de choses en plus quand même. Donc on va jusqu'au Saint-Malo, plus difficile, à n'en pas douter, plus difficile. Hmm. Ça c'est Ça va peut-être t'avantager un petit peu aussi. Clément est content en tout cas de partir dans ce sens-là. Ouais, je suis content que ça parte plus près de chez moi parce que c'était assez stressant d'y descendre. En fait, c'est pas tout près quand même. C'était quand même assez stressant ça. Donc là, le fait qu'on va m'amener au départ, ça va un peu me soulager mentalement et pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Et puis plus c'est long, mieux c'est dans le sens où c'est une vraie aventure. Donc en fait, plus on voit d'endroits, mieux c'est. Et je te cache pas que parce que je m'entretiens parfois avec Arnaud et je lui avais un peu soufflé Saint-Malo par exemple, voilà. Comme je lui avais un peu soufflé le Mont-Saint-Michel il y a 2 ans, parce que je pense que la Race Cross France doit être le Graal et doit être difficile. Et progressivement, j'ai senti l'année dernière qu'elle commençait à devenir un peu atteignable pour beaucoup en fait. Il faut peut-être la rehausser encore, lui montrer que c'est le Graal et qu'on n'y arrive pas comme ça facilement. Et donc rajouter 150 km, c'est bien et peut-être qu'un jour cette race il faudra qu'elle atteigne les 3000 kilomètres en fait pour qu'elle se démarque vraiment et qu'on se dise ah non ça c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible en fait, c'est inatteignable. Et donc la race, oui ça c'est mon grand objectif à vélo. Après en amont à vélo peut-être la race cross Paris 1000 km fin avril, ce serait une préparation idéale pour Ouais, moi à vélo. en effet. Voilà, pour moi, ce serait idéal de pouvoir le faire. Alors, j'ai pas encore la certitude de faire, pas faire. Est-ce que je dois plutôt m'entraîner ou quoi? Mais en tout cas, c'est quand même bien parti pour que je le fasse. Et après, à pied, la grande étoile, la grande rêverie, c'est le Swiss Peaks Trail, qui est une épreuve de 360 km à pied, un ultra trail qui traverse une partie des Alpes suisses. Donc, on a 6 jours et 12 heures pour réaliser l'épreuve. C'est 28 000 mètres de dénivelé. Et ça, c'est fin août. Donc ça, c'est ma grande rêverie. Après, il y a l'Ultra Tour Beaufortin, 120 km à pied. Et puis une épreuve 100% bitume d'ultrafond de 225 km mi-mars. Donc ça, c'est ma prochaine étoile, grande étoile à décrocher. C'est l'ultrafond. Donc quelle est la différence entre l'ultra trail? Là, c'est pour donner un peu de culture aux cyclistes. Un ultra trail, c'est une épreuve de plus de 80 km en trail, donc de la terre essentiellement, hein, de la nature, et de l'ultrafond, ce sont des épreuves de, en général, plus de 150 km, mais 100% bitume. C'est-à-dire c'est un parcours que vous pourriez réaliser en vélo, voilà, Mm. tout aussi bien à vélo. Et donc c'est le cas de Dénivelé in Morvan, qu'on appelle la DIM, dont la première édition sera donc dans le Morvan, 19 et 20 mars. Donc là, il y a 225 km, 36 heures pour réaliser la course. Ça représente à peu près 6 km/h de moyenne. Donc ça, c'est ma grande étoile de printemps, avec l'ultra trail des Côtes d'Armor aussi, avec ouais, c'est ça. Ben, ça doit faire à peu près le compte. Hein. Et après, non, la Lyon-Saint-Élion fin novembre. Je Mm. l'ai fait cette année, et j'y retourne encore. Et puis le grand trail de Serponçon, 170 km, je crois, mi-septembre. Donc beaucoup d'épreuves qui sont condensées à partir de juin. De juin à mi-septembre. C'est aussi pour ça qu'il faudra que j'ai davantage de fraîcheur par rapport à l'année dernière. C'est aussi pour ça que cet hiver, pour l'instant du moins, j'en ai beaucoup moins fait. J'ai 26 jours de repos
depuis début octobre. Fractionné, mais 26 jours au total, chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Là, j'avais encore coupé 10 jours parce que j'ai organisé une épreuve à pied, j'organise aussi des épreuves à pied surtout, mais j'avais organisé un run and back il y a pas longtemps. Et donc là, quand c'est comme ça, j'arrive pas à faire les deux. Et donc j'avais coupé 10 jours. Donc j'ai repris il y a seulement 2 semaines l'entraînement. J'avais coupé 10 jours. Et j'avais coupé aussi 3 semaines au mois d'octobre. Donc ça me fait du bien de couper. Et j'espère que ça va m'apporter en fraîcheur le moment venu. J'en ai peut-être trop fait l'hiver dernier aussi. Trop fait. J'avais 2500 km au mois de janvier. Et en fait, ces 2500 km au mois de janvier, lorsqu'arrive la race mi-juillet, honnêtement, ils servent à rien, quoi. Bah, et puis ils servent à rien, en fait. Ils servent à rien, concrètement. Bah, tu te rappelles, il y a un an, on s'appelait Rien. pour préparer l'épisode et tu revenais de rouler à 4h du mat, il faisait -6. Ah, ouais, enfin, ouais, c'est vrai, je me rappelle, ouais. Mais peut-être, tu vois, bah voilà, peut-être là, j'ai usé un peu trop d'énergie parce que des objectifs intermédiaires, m'ont donné envie et cette année, je veux pas ça, en fait. J'ai vraiment mes 10 étoiles, j'aime bien planifier, poser mes jours de congé aussi, c'est normal après quand on a un métier, tout ça. Donc tout ça c'est bien calé. Je sais exactement ce que je fais de 2022 et j'ai pas envie de me tromper. Et puis après il y a des épreuves que j'ai envie de partager aussi avec des copains. Là je vais participer à Gravelman Paris Mm. avec un ami. C'est une connerie. On fait le 31 décembre ensemble et puis on parle un peu de vélo. Enfin tu vois le truc quoi. Et, euh, et il me dit quoi? Tu crois que je suis pas capable, moi, de faire une course comme ça, de gonzesse là, ta fiole? Le concours de beats, les Tu mecs. vois, voilà. Franchement. Et je lui dis, bah écoute, il y a Gravelman de Paris, si tu veux. Ben, je lui dis, tu t'as un peu fait de vélo? Ben, il me dit, j'ai fait 590 km en 2021 au total. Ah ouais. Ah ouais, il est prêt. Mais bon, après, c'est un grand ultra trailer quand même. C'est Ouais. une grosse caisse. Oui. Oui. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, on s'inscrit demain, on y va. Donc là, je lui ai prêté des fringues et tout. Il m'a envoyé une photo ce soir, il était sur Home Trainer et tout. Et Ça va être beau. donc voilà, j'ai aussi envie de Ouais. partager des trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon bah Steven, si tu m'écoutes, hein, tu sais que le mardi après-midi, ce sera encore. Ouais, enfin voilà, on va partager ça, mais tu sais, c'est aussi ça finalement qui est chouette, c'est il faut qu'il y ait un temps pour tout aussi. Il faut qu'il y ait un temps pour essayer de faire une performance, mais faut aussi partager. Je pense que vraiment c'est essentiel de partager, d'inspirer. Tu peux pas être à bloc sur toutes les épreuves. Non, Il y a non, aussi des bien épreuves sûr. qui vont te servir de préparation. Là, tu me parlais du 1000, de la race cross, peut-être Rand Paris, on va appeler ça comme ça. C'est une bonne prépa. Laurent Ouais. Boursette, bon, malheureusement, il va plus à l'Atlas Mountain Race parce que c'est Ah bon? annulé. Oui, Ah, c'est je savais annulé pas. depuis ce week-end et j'en suis bien embêté, évidemment. Ah, d'accord, Et, mince. il m'avait dit pareil, moi j'y vais sans prétention, j'y vais parce que Mhm. c'est une bonne prépa et tout, et voilà. Et c'est Mhm. important aussi de pas se mettre là, comme on pourrait dire, la rate au courbouillon à Mhm. chaque épreuve. Ouais. Donc, On peut y aller aussi pour se fendre la gueule et bah, il y a des courses où on a envie d'être bon et puis il y en a d'autres où on a juste envie mm, d'être cool avec mm, les potes. mais tu sais, avant la race, là, et ça m'y fait penser aussi encore, 15 jours avant, j'avais fait l'Ultra Cycling Vanoise, 400 km. Ouais. Et là, j'avais laissé un peu des forces quand même sur ça. Alors, 400 km en soi, tu dis, bon, 400 km, 15 jours avant, c'est pas foufou. Mais là où c'est un peu foufou, c'est que ça nécessite beaucoup de concentration quand même. La concentration, de la Et puis MAF, fallait descendre dans la Vanoise en plus. Plein voilà, de choses. la nuit dehors, encore, l'aller-retour. Faut aller, à Val Eh Thorens, oui. c'est le bout du monde quand même. Donc, en fait, encore une fois, j'ai jeté des billes. J'en ai rejeté et j'en ai pas récupéré. J'en ai semé partout. Et là, j'en ai semé. T'as Et dilapidé même. ouais, c'est ça. Ça, alors, ok, j'ai gagné, machin, c'était très sympa. Mais il n'aurait pas fallu faire ça. Et donc l'année prochaine aussi, au départ de la race, rien de prévu au mois de juin. Voilà, pas de race cross Belgique, pas d'épreuve en Allemagne comme j'avais envisagé, pas de Bordeaux-Paris non plus. D'abord parce que j'organise une épreuve de trail dans mon village le 29 mai. Donc en fait, elle tombe pile poil cette épreuve-là pour refuser toutes ces sollicitations-là ou ces rêveries-là et pouvoir arriver avec de la fraîcheur et de l'envie en fait. Voilà, avoir envie de bien Envie d'en faire en fait. découdre. Ouais, c'est ça, envie de bien faire. Et puis après, ça va s'enchaîner. Je partage aussi l'étape du tour avec un copain, pareil, qui fait peu de vélo et un espèce de cap ou pas cap en fait, quoi. Voilà. Et donc on va y aller. Puis on loge à Bourdoisan, donc on va aller au départ en vélo. On va partir dans la nuit. Donc on va aller au départ à Serre-Chevalier en vélo, enfin à Briançon en vélo. Donc voilà, une belle aventure aussi partagée. Encore une fois, j'aime ça en fait. Ça me donne de la force aussi.
c'est un peu moi. Enfin, j'aime bien ça aussi. Voilà. Il y a pas que la performance. Enfin, la performance. Honnêtement, j'ai commencé le vélo à 7 ans. Enfin, j'en ai un peu soupé. Enfin, c'est pas que j'en ai soupé, mais enfin non, c'est pas le bon terme. Mais parce que j'adore ça encore. J'adore gagner. Mais il n'y a pas que ça en fait. Voilà. Il y a pas que ça. Et à un moment, 23e ou 24e de la Race Cross France, ça s'appelle avoir fait la Race Cross France. Point. Barre. Voilà. J'ai fait l'UTMB. Je suis incapable de te dire ma place. Je me rappelle même pas de ma place. Je connais même pas mon temps. Je sais même. 42 heures. Eh ben, si c'est le cas, tu sais mieux que moi. Je sais même pas en fait, parce que je m'en fous en fait. Je sais tout. Je m'en fous parce que j'ai fait ou j'ai pas fait en fait. Tu l'as fait? Voilà, c'est ça. Et j'aimerais avoir ça sur la Race Cross France 2022. Après, le classement, il peut être sympa, mais je ne sacrifierai pas certaines choses pour passer de la 24e place à la 23e place. Non, je veux pas ça. Et si je dois m'arrêter prendre une photo, ben je m'arrêtais prendre une photo. Alors, je suis pas un touriste, mais je veux dire, on peut faire les deux. Voilà. Et quand j'avais fait 5e, j'avais fait les deux. Voilà. Donc, je ferai ça parce que c'est moi. Voilà. Et encore une fois, c'est essentiel d'être soi-même. Bon, mon petit Eric, je vais t'abandonner dans un instant pour ta minute de solitude. Ah, ça, j'avais oublié ça. Mais avant, je vais te donner le secret pour réussir l'année prochaine sur la RAF. Ouais. Parce que c'est Omar qui me l'a dit, en fait. Il m'a dit, surtout, tu ne le dis à personne. Donc, du coup, tu vas le dire. Mais je vais le dire à tout le monde. Il faut être en tubeless. Ah, bah alors là, c'est raté. J'ai pas. Merde. Ouais. Bah voilà. Bah tu sais que ça sera pas pour 2022. Hein. Ouais, j'ai pas. Je suis pas un grand féru de matos. Hein. Je déconne. On s'en fout. Et non, ouais, j'ai pas. On s'en fout complètement. C'était juste une petite boutade qui n'était D'accord. pas drôle. D'accord. Bon, mon petit lapin. À ce point-là, on peut s'appeler comme ça. Ah, Je vais te laisser pour ta minute de solitude. Quand tu as fini ta minute de solitude, tu laisses l'ordinateur tourner, tu laisses ta fenêtre. Et voilà. D'accord? d'accord. Je te préviendrai, je t'enverrai un petit message pour te dire quand c'est bon. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Donc, tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire. Moi, je pars un instant. Mais quand tu as fini, tu fais autre chose, mais tu laisses l'ordinateur tourner. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Merci, mon petit Eric. Merci, Richard. On essaye de se voir très, très bientôt quand même. Ouais. Et merci pour ton podcast parce que je dis parfois que ça me conforte dans ce que je suis parce que j'ai l'impression de rencontrer un peu les habitants de ma planète sur tes podcasts. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, des fois, tu te sens un peu en décalage. En décalage sur des choses, sur un repas de famille, par exemple. Tu vois, un truc tout simple. Tu te dis, oh là, mais en fait, moi, je suis pas comme les autres, quoi. Et quand j'écoute tes podcasts, je me dis, waouh, c'est super, en fait. Ces gens-là, ils habitent ma planète. Voilà, je les rencontre, en fait. Et donc, ça me fait énormément de bien et c'est souvent l'émotion qui ressort des personnes qui écoutent des podcasts de ce type-là. Je parle même pas que des tiens, mais de ce type-là, de se dire waouh, ça nous conforte dans ce qu'on est, quoi. Et donc voilà, surtout continuez ça parce que c'est vraiment génial, quoi. C'est une vraie avancée parce qu'avant ça n'existait pas, quoi. Donc c'est vraiment bien, quoi. Continue ça. Merci, Eric. Ouais. J'apprends à dire merci. Ouais. J'apprends à accueillir les compliments avec joie et bonne humeur et ça me coûte énormément. Mon petit Eric, passe une excellente soirée. À très bientôt. Attends, je vais éternuer, putain. J'ai chopé le Covid. Attends. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai super envie d'éternuer et tu sais, il est là. Il a envie de sortir. Et je sens que c'est quand je vais vouloir dire un truc intéressant que je vais éternuer sur mon micro. Ça va être horrible. Bon, allez, je te laisse. À très bientôt. Et on essaye de rouler bientôt. D'accord, promis. Bise. Ouais, Salut. bise. Bah écoute, merci Richard, merci à vous d'avoir suivi l'épisode. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la gestion un peu mentale et sur comment rater une épreuve ultra, puisque c'était un peu le titre qu'avait souhaité accorder Richard à cet épisode-là. Moi, j'aimerais peut-être alors à ce moment-là profiter de ma minute pour vous donner trois conseils de prépa mentale sur une épreuve ultra ou sur une épreuve tout court. La première, ce serait de pouvoir vous raccrocher donc à des certitudes et pouvoir vous raccrocher, pourquoi pas à des lettres, à des codes. Ça peut être 3 lettres par exemple, et chaque lettre s'apparente à un mot précis. Exemple, HTC. Vous vous rappelez HTC. HTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire heureux, tranquille
et carrière, par exemple. Voilà. Donc vous êtes heureux, vous êtes tranquille, et puis c'est important pour votre carrière professionnelle, par exemple, ou personnelle, de terminer l'épreuve ou d'aller au bout. Donc ces 3 lettres-là vous recentrent, toujours vous recentrent. Si vous sentez que vous partez un peu dans tous les sens, HTC, HTC, HTC. Je dis HTC, mais ça peut être autre chose. Donc essayez d'avoir un code de 3 lettres, 3 ou 4 lettres maximum, et de pouvoir aussitôt faire appel à ces 4 lettres-là si vous sortez. L'autre chose, ça peut être une couleur qui vous rappelle des bons souvenirs ou qui vous donne de l'énergie. Ça peut être le bleu de la mer, par exemple, si le bleu, si la mer vous rappelle que des bons souvenirs. Ça peut être le jaune du soleil, par exemple. Ça peut être le blanc de la neige. Ça peut être le rose parce que votre fille elle porte du rose, parce que le rose ça rappelle une fille, votre femme. Enfin voilà. Donc une couleur. Et pareil, quand vous commencez à sortir ou quand ça devient difficile, eh ben vous voyez du rose. Voilà, vous voyez le rose, vous l'imaginez, vous pouvez presque le toucher en fait. Vous pouvez presque toucher cette couleur-là. Et encore une fois, ça vous recentre. Certains sportifs ont même cette couleur-là sur leur casque. Je me rappelle de Félicia Ballanger, une pistard des années 90, qui avait un triangle bleu, si je dis pas de bêtises, sur son casque, et elle disait que ce triangle bleu faisait appel justement à de l'énergie positive. Donc ça, c'est important. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est ce que je disais, ce que j'ai dit pendant l'épisode, c'est le fameux coup de fil à un ami, de pouvoir avoir dans votre besace, dans votre trousseau de clés, eh bien, la possibilité d'appeler un ami, d'appeler un proche, d'appeler quelqu'un, votre enfant, votre femme, peu importe vraiment, ça peut même être quelqu'un de très éloigné, ça peut être un collègue de travail, hein, pourquoi pas, mais quelqu'un qui sera surtout capable d'avoir le sens du discernement et de ne pas avoir d'intérêt personnel là-dedans, de pas avoir, je sais pas, participer financièrement à l'aventure, de pas être celui qui doit venir vous chercher, par exemple, et donc qui du coup, ça l'arrangerait bien de venir vous chercher 3 jours plus tôt, par exemple. Enfin bref, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel dans l'histoire et qui saura vous dire, bah non, non, pas tout de suite, n'abandonne pas tout de suite, ou bien attends, non, repose-toi, calme-toi, enfin calme-toi un peu, qui saura presque vous bousculer un peu, vous engueuler. Et ça, ayez surtout ça au départ d'une épreuve ultra. Ayez le fameux coup de fil à un ami, le fameux joker qui veut gagner des millions, quoi. Voilà, c'était les 3 petits conseils que je voulais vous donner en prépa et en espérant avoir apporté un petit peu à cette confession d'échecs. Mais on apprend beaucoup de ces échecs et comme je dis parfois, je préfère les défaites aux victoires parce que les défaites m'apportent et m'ont toujours beaucoup plus apporté que les victoires. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous souhaite de toucher du doigt l'Everest que vous vous êtes fixé en 2022. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.